Donc bienvenue à tous dans le premier épisode de On s'amuse comme on peut. Donc je suis Céphalo, et je suis avec Omar. Ouais, donc moi c'est donc Omar avec un H, comme le crustacé du coup. Hein. On a vérifié, c'est bien crustacé. Donc bienvenue à la maison bien. Omar. Bah, c'était un plaisir d'être là. Donc dans On s'amuse comme on peut, on va vous parler de philosophie, mais avec un ton le plus léger possible. Et on va essayer de vous faire un peu comprendre en quoi pour nous c'est vraiment un sujet d'amusement et d'étonnement au quotidien tous les jours. Voilà, complètement. Donc ici, on est chill, on est au calme, comme on aime le dire, et on essaye d'éviter le verbiage intempestif, même si bon, ça arrive quand même de temps en temps. Voilà, on n'arrivera pas forcément à s'en empêcher. Mais donc, on va essayer de se surveiller l'un l'autre pour que ça fonctionne bien. Et voilà, on s'interdit pas le jargonnage, mais on va essayer de tout expliquer. C'est ça. Et de rendre ça le plus sympathique possible, comme on le fait habituellement. Finalement, on garde le concept de faire un podcast de conversation, comme il y en a beaucoup en vogue aujourd'hui, mais on va parler de nous. Et nous, c'est aussi les sciences, la philosophie, différentes cultures, cinéma, séries et compagnie. Et on va essayer de vous servir un programme le plus varié et sympathique possible. C'est ça. Et même là, donc on a énuméré des champs disciplinaires et tout, mais enfin les sciences et tout, mais c'est aussi justement montrer que, enfin, on est assez imprégné finalement de philosophie et de toutes ces choses-là. Et l'objectif, ça va aussi être de montrer comment ça se rattache avec, enfin, le lien un peu intime qu'on peut avoir avec ces choses-là et comment ça se rattache à notre vie, tout simplement. Ouais, Voilà. voilà. C'est montrer que c'est partout et qu'on n'est pas obligé de citer saint Thomas d'Aquin pour montrer que c'est partout et que c'est intéressant. Les gens qui connaissent bien saint Thomas d'Aquin sont hautement respectables, bien sûr, mais bon, on a envie d'être un peu plus chill et posé. On va faire de la philosophie sans la toge. Voilà, tout à fait. Donc, ça c'est le projet du podcast. On a envie de vous parler de choses très variées. Aujourd'hui, on va commencer par parler de philosophie en général et de ce qu'on a appelé la philosophie comme jeu. Oui, alors il y a différentes façons de comprendre ça, mais du coup, au départ, c'est quand même le but de montrer que la philosophie, ça peut être vraiment une activité ludique. Bon, alors, comme le titre de l'émission le dit, on s'amuse comme on peut, hein, chacun sa définition du ludique. Mais, euh, mais voilà, la philosophie, c'est aussi un espace dans lequel on peut prendre des questions qui sembleraient totalement cheloues, en fait, par ailleurs, et on y répond avec le plus grand sérieux, ou en tout cas la plus grande implication, on va dire. Oui, voilà. Est-ce que la réalité existe Qui Ouais. sommes-nous Qui suis-je Est-ce qu'il y a des paradoxes à l'identité personnelle? Enfin bon, là, ça on détaillera au fur et à mesure des épisodes, mais... C'est même pas impossible que pour montrer justement cet aspect-là, on verra. Mais il est possible qu'un jour on fasse des petits tests. Je sais pas. Ouais, Oui, on vous réserve plein de surprises, voilà comment il faut le dire. Ils sont prêts. C'est la version la plus sympathique. Donc on va se présenter un peu pour commencer. Tout à fait. Donc je t'écoute Omar. Ok. Alors moi je suis une personne, un être humain sur ce gros caillou avec vous. On est tous ensemble. Tu es une là-dedans. monade qui erre dans l'univers. Alors mais du coup donc qu'est-ce qui est pertinent? Donc je dirais que oui, donc de base moi je suis quelqu'un qui a une formation au départ de physicien, donc un regard assez un regard sur les choses qui est quand même beaucoup imprégné de tout ça, donc scientifique, physicien, mais qui s'intéresse aussi à la philosophie, sans rentrer dans les détails de parcours ou ce genre de choses finalement peu intéressantes. Et du coup, qui suis rentré quand même relativement tard, enfin assez récemment dans le dur de la philosophie, justement. Et aussi, c'est assez intéressant, justement, d'avoir cet aspect-là des choses. J'ai eu un regard extérieur aussi assez critique de la philo. Voir les petites guéguerres entre philosophes, scientifiques, toutes ces choses-là. Et voir comment... voir comment ça évolue. Ouais, ça c'est un peu un des fonds du projet du podcast. C'est une insatisfaction totale de la manière dont on parle de philosophie et de la manière dont elle existe dans les médias
Et justement de manière très peu légère, très peu décontractée, et souvent chargée de un passif historique, de voilà, une révérence totalement excessive au grand passé. Donc je pense que pour vous, auditeurs, la philosophie, ça va être Descartes, Schopenhauer, Saint Thomas d'Aquin, et une espèce de révérence comme ça. Oh là là, c'est des grandes personnes du passé qui ont sans doute dit des choses très très profondes. Donc, bon, on remet pas en question le fait qu'elles aient dit des choses très profondes. Oui, le but c'est pas de dire que c'est des débiles non plus. Hein. C'est juste que voilà, il n'y a pas que le travail de l'histoire de la philosophie, il y a le travail de la philosophie. Voilà. Philosophie comme pratique. Et on peut le faire, on va le faire. On va vous proposer, on va essayer de faire 2 fois par mois, toutes les 2 semaines, des exemples à partir de films, de textes qu'on aura envie de vous présenter, de séries, de grandes thématiques qui nous amusent beaucoup, comme la réalité du monde extérieur, c'est assez marrant, d'essayer de démontrer que rien n'existe autour de nous, alors même qu'on est en train de parler devant des micros dans un petit appartement parisien. Et justement, parler du fait que le fait d'être en train d'en parler n'est pas forcément une preuve de notre existence, hein, n'est-ce pas Voilà. Ce genre de choses. Mais comme tu le dis si bien, l'intérêt de parler de philosophie, c'est qu'on peut parler de tout. Donc ça peut aussi être parler d'œuvres, parler d'art et d'autres sujets plus intimes aussi. Oui, voilà. La plus belle manière qu'on a eue de ne pas se mettre de contraintes, c'est de se dire qu'on allait se contraindre à la philosophie. Voilà. Donc, moi, je suis céphalo, donc, pour rester dans la présentation. Oui, c'est vrai. Je fais aussi de la philosophie. Je suis aussi une monade errante dans l'univers. Un petit grain de poussière d'étoiles qui erre. Excusez, on sent les philosophes quand même. Ah, oui. Déjà, on voit la charge excessive de la poésie partout et le fait qu'on se sent obligé de faire ça. Donc voilà, là on va vous parler de ce que c'est pour nous la philo. Un petit peu quand même des problèmes que nous pose la manière dont la philo est présente dans le débat public et dans la manière dont elle existe dans les différentes sphères sociales et le débat public en général. Et on va parler un peu de ce qu'on entend par jeu en philosophie et les jeux en général. Pourquoi c'est intéressant pour nous aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on entend en disant que la philosophie est un jeu Il y a deux façons de prendre ça. Donc, dans un premier temps, on va vraiment parler juste de l'aspect ludique de la philosophie. Et ensuite, vraiment essayer de rentrer plus dans les détails de comment, justement, parce que les philosophes ont en fait étudié la question, comme toutes les questions presque qu'on peut imaginer. Il y a quelqu'un qui s'est très sérieusement penché dessus. Et que, en fait, la notion de jeu, particulièrement de jeu de langage, a été aussi abordée dans la philosophie. Oui, c'est ça. Quand tu commences à te poser des questions sur tout ça, en fait, tu te rends compte que, donc, en effet, quelqu'un s'est déjà posé et est arrivé à des conclusions plus ou moins intuitives et qui paraissent plus ou moins logiques et plus ou moins bizarres. Mais en 800 pages. Et voilà. et parfois en 800 pages, pas toujours clair, avec un verbiage abscon et compagnie. Ouais. Et finalement, voilà, sans trop jeter dans le sujet, mais c'est un peu en ce sens-là que la philosophie, c'est un jeu. C'est-à-dire que cette pratique-là d'écrire des livres, souvent très longs, avec des mots très compliqués, un jargonnage, tout ça, et finalement, on a l'impression qu'on va parler de choses très générales, mais finalement, c'est tout réduit à la petite chose de pratique, de cette pratique-là savante, universitaire, d'écrire des livres. Et au final, un jargonnage toujours le même. Compris par assez peu de personnes, hein, du coup, de par la spécificité. Ce qui est normal, on ne veut pas non plus dire que, en tant que discipline universitaire, la philosophie doit être systématiquement vulgarisée. Mais c'est vrai que... oui, il y a la philosophie, comme tu le disais, son défaut, c'est peut-être pas tant d'être technique que de donner l'impression qu'elle ne devrait pas l'être, en fait, des fois. C'est-à-dire que on va pas dire, pour d'autres disciplines, reprocher l'utilisation d'un vocabulaire très spécifique, alors que la philosophie, si. Et justement, il y a aussi des problèmes à ça, c'est qu'il y a des gens qui vont utiliser, des fois, justement, le fait qu'il y a un vocabulaire un peu perché pour avoir une assise intellectuelle et dire n'importe quoi. D'ailleurs, on a
petits extraits pour plus tard dans l'émission. Et oui, voilà. Dans le podcast, on fera un peu la citation mindfuck incompréhensible du jour. Et aujourd'hui, comme on a Omar qui connaît bien la physique, on va un peu décrypter une citation d'Onfray. Mais si on finira par ça, ce sera un peu le petit cadeau, le petit bonbon de la fin de l'épisode. C'est ça. Mais en tout cas, oui. En tout cas, là, je pense qu'on a déjà un petit peu bien débriefé ce qu'on entend nous par philosophie, quoi. C'est d'essayer de... Forcément, on sort jamais vraiment de ces jeux-là. C'est-à-dire d'utiliser un vocabulaire particulier, des manières de discuter, et de solidifier, de donner une texture dans le monde au travail de la philosophie. Donc souvent des livres, souvent des articles, c'est ça que je veux dire, quoi. Et cette manière-là de les écrire et tout ça. Et forcément, il y a très peu de gens qui lisent des livres de philosophie. Et souvent, même les philosophes eux-mêmes ne lisent pas des livres de philosophie. Donc en fait, ça devient très vite totalement absurde et ça peut... C'est autophage, c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Ouais, tout à fait. Donc du coup, moi je vais, pour rentrer dans l'aspect ludique, le vif du sujet, est-ce que tu aurais des exemples justement de questionnements qui te semblent amusants? Qu'est-ce que toi t'entendrais par le fait que la philo c'est marrant? Genre, des fois, Alors, tu dis, dis-moi c'est drôle. céphalo, et est-ce que tu as un exemple de quelque chose qui serait marrant dans la philosophie? Je sais pas. Mais oui, les questionnements sur réalisme, anti-réalisme. Est-ce que le monde réel existe indépendamment de nous ou pas? Et c'est marrant de pouvoir très tranquillement en discuter avec une bière à la main en se demandant si le concept de bière a vraiment un sens. Tout à fait. Et la solution va vous étonner. Quand on commence à poser réellement les questions et vraiment s'y intéresser, finalement, on se rend compte à quel point tout devient très très vite compliqué et juste essayer d'effleurer un sujet donne l'impression de découvrir un continent gigantesque et très très compliqué. Et c'est encore plus vrai avec la philosophie où dès qu'on effleure quelque chose, on touche à d'autres disciplines et tout ça. Ouais. Et l'existence du monde extérieur, les questions éthiques bizarres. Mais les expériences de pensée. Si certains suivent certaines chaînes de philosophie sur YouTube, vous en connaissez déjà beaucoup. Mais voilà, des expériences de pensée étranges. Est-ce qu'on peut enlever les organes d'une personne pour les donner à 5 autres? Est-ce que c'est justifié moralement? Ce genre de choses, ouais. Est-ce que c'est moral? Mais justement, et voilà, de rendre ça sur un ton plus léger. Sous la forme d'un podcast qui serait juste une conversation, un échange d'anecdotes. C'est un peu comme ça qu'on structure qu'on va structurer le podcast, en fait. On se donne des sujets, on a des choses à dire, parce soit on a des anecdotes personnelles, des sujets, des choses à dire. On va parler de nous, sans trop rentrer dans les détails. On va essayer de pas donner d'informations sans le faire exprès. Sinon, les lames terribles du monde, les fourches codines du montage c'est ça. Tomberont. Il faut être vigilant. Et surtout, là, bon, forcément, on est un peu matrixé par le langage de la philosophie. Et donc, on va avoir envie d'utiliser des mots techniques bizarres. C'est aussi un petit jeu entre nous, hein, pour parler de jeu. On va devoir se s'entre-expliquer. Hein. Voilà. S'il y a du jargon qui sort, le but, c'est aussi de le clarifier après. On a commencé à parler de jeux et de jeux de langage. Et clairement, le podcast lui-même sera un jeu de langage en soi. Oui. Avec des codes internes et ses propres règles. Et donc... D'ailleurs, pour revenir sur les questionnements que je trouve amusants, moi, par exemple, tu vois, je trouve que par rapport au langage, parce qu'on a donné des exemples d'éthique, ce genre de choses, mais qui au final, justement, correspondent bien à l'image qu'on se fait de la philosophie. Mais des choses dont on parle peut-être moins, ça va être tous les questionnements autour du sens des mots, de la vérité. Et je trouve qu'une des choses qui est amusante, selon ma définition de l'amusement, hein, je fais ce que je veux. On s'amuse comme on peut ici. C'est ça. C'est le fait de se rendre compte qu'en questionnant des choses, des phrases anodines et des choses qui semblent complètement évidentes, et ben au final, après 8 heures sur un énoncé, il peut sembler complètement... Disons qu'une phrase, tant qu'on se pose pas trop de questions, les choses font sens. Et quand on essaye de comprendre le sens des choses, bah, ils en font de moins en moins. Ou en tout cas, on se retrouve obligé de... En fait, on se retrouve constamment, à force de vouloir clarifier, on se retrouve confronté à un flou fondamental
contre lequel on ne peut pas faire grand-chose au final, et qu'on essaye peut-être de travailler pour le rendre de plus en plus acceptable. Oui. Mais ça, je trouve ça assez amusant pour le coup Ouais. d'être confronté au miracle qui est le fait qu'on se comprenne en fait. Oui. C'est basiquement. Ouais, Ouais. là-dessus, oui. Par exemple, oui, c'est vrai que tu fais un truc vraiment marrant, intéressant. C'est-à-dire que, en effet, ça fait partie du travail des philosophes essayer de clarifier les mots qu'on utilise. Mm. Et c'est un peu c'est un peu dans les grands fondements de la tradition dite analytique de la philosophie. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que ce serait le sujet d'un épisode en soi. Mais en Tout à gros, fait. c'est la philosophie qui s'est beaucoup intéressée au langage et à la clarification du langage. Justement, on essaie de faire la philosophie en étant le plus clair possible, le plus accessible possible, et en étant proche des sciences le plus possible aussi pour casser la rupture que d'autres types de philosophie ont eu. Et donc, à l'époque où ça a commencé, c'était Heidegger la cible. Bon, je vous laisse à tous le soin de regarder Heidegger et son passif. Ou pas. Ou pas, finalement. C'est pas, en tout cas, c'est pas si intéressant que ça pour ce qu'on va dire là. Mais du coup, de savoir qui est Heidegger. Mais oui, c'est... on essaie de clarifier et finalement, on se rend compte des infinies complexités qu'il y a. Le fait qu'on ait des langages très compliqués. Les grammaires sont un peu bizarres. Il y a des règles qui ont plus d'exceptions que d'exemples. Et ça, en français, il y en a énormément. Et on peut vite se retrouver à se dire, mais comment ça se fait qu'on arrive à se comprendre dans le langage quotidien qui est hyper ambigu avec plein de mots qui vont pas... Tout à l'heure, j'ai dit matrixer. C'est pas un vrai verbe de la langue française, mais vous m'avez tous compris parce que c'est devenu un mot Tout à fait. classique, quoi. Justement, ça interroge sur le sens en lui-même en fait des choses, quoi. C'est-à-dire que tu parlais de grammaire compliquée et tout, mais en fait, même au-delà de ça, toutes justement ces règles, tout ça, on n'a pas besoin de les avoir conscientisées, de les savoir pour utiliser une langue. Donc ça renvoie aussi au fait que, au final, tout ça, c'est une analyse souvent a posteriori du fonctionnement de tous ces langages. Mais je trouve que justement, ce qui est amusant, ou en tout cas galvanisant dans la philo, c'est aussi de se rendre compte que on a mis au point des dispositifs extrêmement sophistiqués pour se comprendre, et que ces dispositifs-là, en fait, on les utilise extrêmement simplement et intuitivement dans la vie de tous les jours, sans forcément avoir à se questionner sur la grammaire qu'il y a derrière, même la logique, qui est un sujet fascinant. On utilise la logique au quotidien. Moi, j'ai une très chère amie qui me dit souvent, tu sais, moi je suis pas logique, mais pour moi cette phrase ça ne veut rien dire, quoi. Enfin, je ne suis pas logique, c'est selon une vision qu'on a de la logique assez réduite et assez mathématisée justement, mais voilà, on utilise tous quand même toutes ces choses-là assez instinctivement, sans trop se poser de questions finalement, et sans poser, bah, c'est rigolo. Ah, mais en fait, finalement, quand on parle dans le langage commun, on s'en fiche. Et on surveille pas si on fait des raisonnements corrects ou très peu. Finalement, il y a plein de contextes différents, mais quand on essaie de convaincre quelqu'un, souvent on joue sur plein d'effets, soit d'autorité, soit interne au langage, mais dont on parle et tout ça, et qui peuvent être en décalage complet avec des règles du raisonnement correct finalement. Et quand on s'intéresse un peu à la politique, on voit que en fait, il y a plein de moments où rien ne va, mais c'est quand même ça qui va rapporter l'adhésion du plus grand nombre. Parce qu'on fait appel à justement des imaginaires, ou alors on fabrique de l'imaginaire en essayant de le mobiliser dans la discussion politique, mais on fait appel à tout un tas de choses. Des effets d'autorité, les vieux hommes barbus qui jouent sur le côté sage, ancien, qui représente l'ordre, par exemple. Des trucs classiques pour plutôt la droite de l'échiquier politique. Mais bon, c'est bien, on peut rester dans le sujet du jour parce que tout ça, c'est ce qu'on appelle donc des jeux. C'est ce dont on va parler aujourd'hui et on le fera même plus tard sur ces jeux-là. Donc, on peut avoir un rapport ludique à la philosophie en disant c'est amusant de se poser ces questions-là et dans des soirées arrosées, on peut rire. C'est quoi le temps, man? C'est quoi l'espace? Après avoir un peu trop bu ou un peu trop fumé des substances plus ou moins légales, on peut se dire que qu'est-ce que c'est le temps? Qu'est-ce que ça a vraiment comme importance? Est-ce que j'existe vraiment?
Justement, mais ça, je trouve ça très amusant aussi, de constater qu'en fait, souvent les grands poncifs philosophiques un peu traditionnels sont aussi des choses qu'on va associer à Jean-Michel qui vient de fumer son petit joint et qui se demande s'il existe et si l'existence. Enfin, j'exagère, tu vois, mais l'idée il y a un parallèle entre les questions qu'on associerait à des trucs un peu perchés et justement décalés, et en fait qu'on va traiter de façon très sérieuse en fait, dans la philosophie, quoi. Et c'est pour ça que moi je trouve qu'on peut aussi se dire que la philosophie c'est un jeu dans le sens où c'est un espace de liberté où on va un espace de liberté dans lequel on va en fait on va s'affranchir un peu jamais complètement, c'est aussi travail réflexif de la philosophie de se rendre compte qu'on s'en affranchit jamais totalement, mais s'affranchir au moins momentanément et partiellement d'un certain nombre de présuppositions sur qu'est-ce qu'on a pas le droit, mais qu'est-ce qui est respectable de dire, de défendre ou pas, et plus se demander, oui, mais en fait, est-ce que ce qui compte, c'est plutôt les arguments, comment je le défends, est-ce que je crée un bon ensemble, justement, théorique pour défendre ce que je dis, et là où, en société, il faut être dans un état second pour se demander est-ce que le temps, ça existe, et ben en philosophie, tu peux le faire à la fac, quoi, par exemple, ou dans un article. C'est quand même assez marrant, quoi. Dans des revues très sérieuses et austères, pareil. Mais oui, mais c'est vrai que oui. Mais l'association avec la drogue est marrante, mais les substances illicites en général. C'est vrai que oui, on se pose des questions complètement bizarres. Et j'ai l'impression que ça accentue un peu la distance. Ouais. On dit, les philosophes, c'est des mecs bizarres qui posent des questions. Bizarres. Les questions qui sont celles qui me viennent quand je consomme des substances. Et finalement. Et oui, ils demanderaient d'être payés pour ça. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? D'ailleurs, moi, je connais quelqu'un, sans rentrer dans les détails, qui a littéralement trouvé son sujet de mémoire de master en ayant un peu trop bu au bord de la plage et qui s'est dit, ouais, mais en fait. En fait, j'ai l'impression que c'est pas si rare que ça, en fait, chez tous les étudiants en philosophie. Et c'est aussi ça, d'ailleurs, qui fait la beauté de la matière, sans parler spécifiquement d'état second, c'est le fait d'en fait s'autoriser à prendre une question qui nous est venue peut-être de façon un peu loufoque ou quoi, et à se dire, mais en fait, est-ce que c'est si loufoque que ça, ou est-ce que c'est juste que c'est pas dans le champ de considération habituel? Et du coup, se demander, oui, si moi j'ai envie de dire que, par exemple, il y a de la conscience partout dans l'univers est conscient, panpsychisme par exemple, et ben c'est le nom technique panpsychisme pour dire qu'il y aurait de la conscience un peu partout, quoi, basiquement. Et vraiment littéralement partout. Oui, littéralement partout. C'est-à-dire que le caillou qui est coincé sous votre chaussure, là, il a un degré de conscience particulier. Et ça, c'est exactement ce que j'ai fait avec mon père. Il faut être particulièrement allumé pour débattre vraiment de est-ce que le caillou est conscient dans la vie réelle, mais par contre en philosophie, mais tranquille, tu peux le faire, il y a vraiment pas de problème. En même temps, là, c'est vraiment louche parce que le mec qui a produit ça, David Chalmers, c'est un espèce de surfeur australien. Après, on fait la philosophie avec des cheveux longs. Je veux dire, ok, les fumeurs de joint à cheveux longs sur la plage. Ouais, mais David Chalmers, est une référence aussi dans un sens, du coup. Je pense que si vous écoutez ce podcast, vous êtes sans doute des gentilshommes et des gentilles-dames. Bien sûr. Vous ne respectez la loi, vous ne faites pas ce genre de choses, n'est-ce pas? On en est certain. Évidemment, il faut respecter la loi, n'est-ce pas? On vous voit. On vous juge. Vous ne nous voyez pas, mais nous, on vous voit. On vous voit du haut de notre nuage de pensée et on vous juge très fort. Attention. Ouais, mais le questionnement what the fuck, en tout cas, associé à la drogue, et bon. Est-ce qu'on peut... Je pense pas vraiment qu'on puisse réduire la philosophie à ça, finalement. Parce que se demander qu'est-ce que c'est le temps, c'est un truc qu'on se pose depuis très, très longtemps, en fait. Oui, c'est les grands poncifs, un peu, tu vois. Et on essaye juste de reposer d'une nouvelle manière la question, parce qu'il y a, par ailleurs, une discipline qui s'appelle la physique et qui a eu à proposer certaines choses là-dessus. Mais finalement, il y a plein d'autres domaines du savoir qui ont proposé des choses sur qu'est-ce que le temps à côté. Des religions. Ça va être un peu le travail du philosophe, justement, d'aller regarder un peu tout ça aussi. Enfin, ça dépendra, tout le monde ne serait pas d'accord avec ça, mais ça peut être le travail du philosophe d'aller consulter ces différentes disciplines aussi pour
enrichir justement les réponses à ces questionnements, quoi. Ouais, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment le cas en pratique. Mais en fait, c'est une question en soi parce que il y a justement, on parlait de la place de la philosophie dans les médias, mais les philosophes médiatiques en général, c'est pas tellement qu'ils abordent des questions précises en général, mais ils interviennent à titre de philosophe comme si c'était un grade honorifique, quelque chose. Et en général, le philosophe se permet de parler de tous les sujets parce que c'est sa position, dans la grande hiérarchie des paroles publiques. C'est sa place à lui, à côté du médecin qui a sa propre place, du journaliste, de l'éditorialiste. Et tu as la place du philosophe. Et c'est plus une déformation universitaire, peut-être que parce qu'on la connaît plus, qu'est de dire que en fait, le philosophe, il fait ça. Il se pose des questions de manière très précise qui peut arriver à des positionnements mindfuck. Non, mais en tout cas, ça devient, on va dire, enfin, nous, dans notre positionnement, en tout cas, c'est un peu ce qu'on aime là-dedans, on va dire. Et c'est quand même de plus en plus le cas. C'est plus dans la tradition analytique, justement, d'être proche des sciences et tout. C'est pour ça que je dis ça peut être le travail du philosophe, en tout cas, d'aller consulter l'évolution voir les données et pas juste spéculer infiniment. Ça pourrait être un truc à faire pour les philosophes d'aller consulter, en général. Effectivement. Parce que, justement, le rapport au truc décalé, philosophie, des fois, les questions qui sont soulevées pourraient... Je pense que si on parlait comme en philo dans la vie de tous les jours, on nous dirait d'aller consulter, pour le coup. Et c'est un peu ce qui nous arrive. C'est pour ça qu'on fait ce podcast. On a envie de généraliser le truc. On s'est dit, bon, on va lancer une mode et on va essayer de lancer... de faire marcher le truc, quoi. Enfin, bon. Mais du coup... Et du coup, comme disent c'est les Corses ou les Basques? Aucune idée. Qui dit ça déjà? Et qu'est-ce que tu voulais dire? Je sais plus où on en était dans notre structure, du coup. Bah, on peut rentrer plus précisément dans les jeux tout de suite. Ok. Donc, on en a pas mal parlé déjà. Justement, on peut voir la philosophie comme un jeu de langage. Et on peut voir à peu près n'importe quelle discipline en général comme des jeux, en fait. Et donc, on se dit, on va utiliser des mots plus ou moins techniques, plus ou moins clarifiés, qui vont nous servir de base, les utiliser dans certains cadres, avec des pratiques, écrire des livres, des articles dans des revues, parler d'une certaine manière, prendre une certaine place, avoir certaines habitudes. Et ça va être les jeux, ça va être comme autant de petites chapelles avec des grandes pratiques. Et finalement, deux petites chapelles peuvent se donner le même objectif, le même objet. Mais voilà, c'est autant de petites chapelles qui réfléchissent toutes sur leur truc. Et pour du coup clarifier un peu la notion de jeu, je propose une petite analogie qui permettrait, je pense, de... Parce que là, on parle de jeu, je sais pas si c'est vraiment clair le lien avec les jeux en soi, dit comme ça. Ouais. En fait, c'est ces jeux au sens d'un ensemble un ensemble de règles et un ensemble de participants et un ensemble d'objets du jeu. Donc l'analogie que j'aime bien, c'est l'analogie du baby-foot. En fait, on parle de jeu en opposition avec une image figée et stricte de ce que serait que faire de la philosophie ou une discipline où on essaierait de dire ah voilà, il y a telles règles qui sont figées et c'est comme ça que ça marche pour l'éternité, entre guillemets. L'idée serait plutôt de dire bon bah voilà, vous êtes avec des potes, il y a un baby-foot. Et un baby-foot, ça va être un objet. Donc ça pourrait être les mots, les objets qu'on étudie, voilà, ça va participer au jeu. Il y a un baby-foot et vous êtes avec un pote et vous dites bon bah on va faire une partie de baby-foot, quoi. Vous avez tous les deux une idée un peu intuitive de ce que ça veut dire jouer au baby-foot. Vous n'allez pas vous mettre tous les deux du même côté ou sur le baby-foot par exemple. Voilà. Chacun d'un côté, on attrape les trucs et on joue au baby, quoi. Donc c'est un peu ça aussi de dire que c'est des jeux, les disciplines, c'est que c'est un ensemble de personnes qui vont participer donc à une grande discussion en ayant quand même une préconception des règles de ce qu'ils ont le droit de dire, comment ils les disent, qu'est-ce qui a un bon argument, une bonne justification là-dedans. Mais au baby-foot, si vous jouez avec un pote, il peut arriver, si vous êtes joueur de baby-foot, ça vous parlez directement, qu'il y ait votre pote,
ce fou qui fait des roulettes, quoi. Il matraque, il bourrine comme un fou et il marque des buts. La fameuse roulette. La roulette. Vous allez lui dire, mais n'importe quoi, il n'y a pas le droit aux roulettes, quoi. Enfin, les roulettes, c'est pas comme ça qu'on joue au baby-foot. Et donc là, vous allez devoir vous mettre d'accord sur une règle du jeu. Ok, est-ce qu'on autorise les roulettes ou on interdit les roulettes? Vous allez peut-être discuter de pourquoi. Bon, j'imagine que vous n'avez pas philosophé dessus 1h30 non plus. Mais si vous êtes un peu éméché, vous allez peut-être dire n'importe quoi, aucun skill. Ouais, justement, le but c'est de s'amuser. Bon, vous allez discuter et décider si oui ou non vous avez le droit aux roulettes. Donc vous rajoutez une règle au jeu. Donc, ça montre qu'au départ, vous n'avez pas eu besoin qu'il y ait un ensemble de règles très définies et très précises pour jouer au baby-foot. Et c'est en étant confronté à cette situation, vous avez clarifié une nouvelle règle et vous avez du coup enrichi votre jeu de nouvelles règles. Et l'idée serait de dire que les jeux de langage, c'est un peu la même chose. Donc ça vient d'une tradition que je vais peut-être laisser notre ami Céphalo un peu rentrer dans les détails de pourquoi je dis tout ça aussi. En termes de écoute, règles. je connaissais pas l'analogie, mais elle est vraiment bien, moi j'aime bien. Ouais, c'est pas mal. C'est ouais. Et mais donc oui. Quand tu ajoutes une roulette, est-ce que tu changes vraiment, tu ajoutes une règle ou tu changes de jeu? Bah après ça c'est. Est-ce que celui qui a commencé à faire des roulettes, la première roulette, est-ce que c'est déjà l'apparition de la nouvelle règle ou est-ce que c'est pas lui qui joue déjà un autre jeu? Bah, on pourrait dire que tant que c'était pas spécifié, en fait, on jouait à un jeu dans lequel il y avait rien qui était précisé. Il y avait ni le droit ni pas le droit. C'est maintenant qu'on choisit si il y a le droit ou pas, tu vois. Mais spécifié de manière en fait implicite, quoi. Donc, c'est... Est-ce que quand tu joues à des jeux comme ça, tu exposes toutes les règles de manière explicite? Bah jamais, c'est pas possible en fait. Et le dire c'est que c'est impossible. Ouais. T'as jamais vraiment toutes les règles. Ouais, c'est vrai. Et en tout cas, il y a toujours une partie qui n'est pas dit. Et c'est vrai que si on aborde tout ça comme des jeux, en général, aucune règle n'est vraiment explicite en fait. Si on dit que la physique ou la philosophie, ce sont des jeux, aucune des règles n'est vraiment explicite, mais c'est... On a une image, on se fait souvent une image de ce que c'est faire de la physique, être physicien. Oui. Qu'est-ce que ça fait un physicien? Et finalement, on a une image du jeu que ce serait. Et voilà, c'est... quand on est enfant, on s'amuse à jouer à la dinette et à se dire, voilà, on fait la maman, on fait le papa. On fait grand, tu fais ça, exactement. On joue au médecin, de particules. on fait le tonton. Et finalement, on quitte jamais un peu ce côté-là imaginaire pour réfléchir sur les trucs que quotidiennement on fréquente pas. Et on a quasi-totalité d'entre nous, on a ça pour la plupart des métiers scientifiques. Évidemment, le physicien, il va être en blues, il va faire des trucs compliqués, il va avoir... C'est plutôt le chimiste, quand même. N'amalgame pas physicien et chimiste, ça va pas bien se passer. Sur sa blouse, il y a une poche dans laquelle il y a des stylos. Oui. Et souvent, il a une montre qui fait calculette. Tout à fait. Au-delà des clichés des années 90, t'as dans cette image-là, elle contient un peu une idée de ce que, pour nous, ce serait le jeu d'être physicien, quoi. Je suis mal placé pour avoir une image extérieure justement de ce que ferait le physicien, parce que j'ai un peu plus côtoyé. Mais justement, pour mettre en avant l'aspect flou de ces règles, bah, le truc qui est intéressant et fascinant, c'est qu'en pratique, en fait, quand on regarde les études qui ont été faites sur place, justement, observer la pratique scientifique, il y a effectivement quand même il y a quand même quelques règles qui sont assez précises, mais l'étude de la pratique scientifique montre que c'est pas du tout aussi clair et aussi uniforme et aussi défini, voilà, que ce qu'on imaginerait. Ouais, mais ils publient dans les mêmes revues, ils arrivent à se comprendre. Oui, voilà, il y a des règles quand même qui existent et qui sont là. Et finalement, il y a une espèce d'esprit de corps, on se dit... Moi, même si je comprends, comme on est très spécialisé, je comprends pas tout ce que fait le voisin, mais voilà, il reste dans le champ des physiciens. C'est un camarade. Et en principe, on s'imagine qu'on pourrait discuter avec lui si jamais on en avait besoin. Oui. Mais c'est des trucs qu'on se dirait peut-être pas avec d'autres disciplines. Alors, peut-être les physiciens, c'est un monde à part, parce que c'est un peu la science dure des durs, quoi. Ouais, dans les gens qui font des trucs sérieux, vraiment. Oui, certes. À la différence vraiment des philosophes, justement. Qui, eux, sont dans leur nuage. Là, chez les philosophes, on rejoint les fumeurs de joint sur la plage en Australie. Et là, les physiciens, c'est tout le contraire. Ouais. Même si cette image-là, je sais pas trop, parce qu'il y a quand même eu les Feynman et tout, qui étaient un peu des babos.
L'image du scientifique à la cool, je pense, commence un peu à diffuser aussi, mais en tout cas, à la cool, mais dans son travail, c'est quelqu'un de sérieux, quoi. C'est quelqu'un qui fait les choses de façon carrée, très Ouais. carrée. Et il y a quand même du vrai là-dedans, on va pas se mentir. La méthode, quand même, est travaillée, il y a beaucoup de règles et tout. Mais bon, l'idée, c'est de dire qu'en tout cas, vouloir être exhaustif et en précis sur ce que fait vraiment. Ce que font vraiment le corps qui constitue une discipline, l'ensemble des gens, c'est toujours se tromper un petit peu aussi, quoi, sur justement les libertés qui sont prises là-dedans. Bah, l'effet de sérieux, ça a à voir avec des effets d'autorité en général, je crois. Mm. C'est-à-dire que finalement, on se dit que qu'est-ce qui rend sérieux la physique, c'est parce que c'est mathématisé quand même. Et qu'est-ce qui rend en apparence rigoureux et profond les mathématiques? Justement, seulement en apparence, mais c'est parce Qu'on que ne comprend pas. on n'y comprend rien en fait. Comme on comprend rien, c'est sûrement sérieux. C'est l'effet gourou, ça. Et il y a un peu un effet gourou sur la mathématique, et sur la Ouais, physique, et ouais, sur les physiques en général. tout à fait. Et sur des philosophes, par exemple, qui auraient un langage volontairement obscur, alambiqué et tout ça. Et pour le coup, chez les gourous, il y a beaucoup de philosophes. Donc on devrait plus se poser plein de questions là-dessus, de ce côté-là. Mm. C'est vrai qu'il y a aussi l'image du philosophe comme gourou un peu sérieux. En fait, il y a un peu les deux images qui cohabitent, j'ai l'impression. Parce que tu peux aussi imaginer le philosophe comme un mec très peu social, très carré, très. Je sais pas trop, je saurais pas dire quelle image est prépondérante, mais oui, en tout cas, il y a. En fait, justement, le fait d'utiliser un langage enfin, le fait d'avoir comme base du langage, enfin, comme base d'expression la langue habituelle, quoi, le français, par exemple, pour les Français, même s'il y a des mots en plus, ça fait que ça semble tout de suite plus accessible. Mais, ouais, même si, ok. Ouais, ouais. Mais justement, là, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il y a une fausse familiarité avec la philosophie Mm. et qui crée des attentes assez décalées, finalement. Ouais. On peut se dire, déjà, c'est pas mathématisé. Il n'y a pas ce côté, il y a des chiffres. Et donc, s'il n'y a pas de chiffres, donc ça paraît accessible. Mm. Et on peut dire, le jargon, bon, c'est peut-être juste ils forcent un peu sur leur jargon pour se donner une fausse profondeur. Et on voit des philosophes médiatiques partout, tout le temps. Forcément, si on est un Français moyen qui regarde la télévision, on connaît tous Bernard-Henri Lévy, Michel Onfray, dont on va parler encore aujourd'hui. Michel Onfray, sur YouTube, il y en a quelques-uns qui ont beaucoup d'abonnés, Ouais. qui sont vraiment comme ça, à parler très lentement, avec des tons péremptoires. En utilisant des mots très sophistiqués. Et voilà, mais là, c'est toute la distinction qui, moi, me tient à cœur, Céphalo, c'est que il y a la sophistication technique pour essayer d'être précis, et il y a la confusion. C'est le problème, la Et, confusion. bah, Ça, on va en parler. Hein, moi, je certainement tiens, des voilà, fois, et c'est vrai que nous, on est un peu des agents, on n'aime pas beaucoup le bullshit en général. Mais tu vois, c'est un peu bizarre de se dire qu'on est des philosophes qui n'aiment pas le bullshit. Ça donne un peu l'impression qu'on se rebelle contre la Mais philosophie. justement, le fait que ça soit bizarre, c'est là que c'est triste. Ouais, c'est peut-être là notre travail. Oui. Parce que finalement, bah, c'est pour ça qu'on va faire une citation par semaine, enfin par épisode, de trucs qui sembleraient n'avoir aucun sens. C'est que souvent, le philosophe prend ses habits comme ça médiatiques et dit des choses pas toujours très claires, Non. pas toujours très compréhensibles. Des fois, même un peu fausses. Hein. Et, Là, vous le verrez. Mais... et on va considérer que c'est un peu son job. Mm. Ça va être de faire ça. C'est le mec qui dit des trucs qu'on comprend pas tout. Le philosophe, en fait, on le regarde un peu comme on regarderait une œuvre d'art. Il parle, il dit des trucs, on comprend pas, on se dit waouh. Il y a des gens qui parlent comme ça, tu vois, qui disent ça et il a l'air intelligent quand même. C'est un philosophe, quoi. Et on peut se dire, bah, finalement, pourquoi pas? Mm. On fait des effets comme ça, on se dit, bon. Sauf qu'il y a une autorité derrière et des conséquences concrètes. Ok, bah, on va se dire, ok, bon, il y a les mecs qui disent des trucs qu'on comprend pas, et puis ça va être un corps de métier à part entière. Pourquoi pas? Finalement, il y a bien des corps de métier qui ont l'air apparemment absurdes et qui existent à la télévision. Déjà. Mais ça pose des problèmes. Ça Bah. pose des problèmes. Moi, de manière plus concrète, justement, un exemple que je voulais donner, dont on a parlé avant l'émission, c'est que du coup, parmi les scientifiques, on peut avoir une image de la philosophie qui va être très très négative et qui fait qu'on passe à côté de choses assez profondes et intéressantes sur nos disciplines. Notamment,
Et on peut en parler de Stephen Hawking qui, dans son dernier bouquin, disait que la philosophie, c'est fini. La philosophie terminée. C'est fini. On arrête. Mais ça, c'est un truc qu'on entend beaucoup. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est... On fait une matière morte, un peu. Et en plus, t'as l'impression que dans les études de philosophie, tu fais que des grands philosophes du passé qu'on dit comme ça, des grandes maximes et des grands recueils de citations. Et ouais, ça paraît un peu mort. C'est vrai que là-dessus, nous, on se rebelle très fortement. Oui. Et Stephen Hawking, il disait que c'était terminé parce que maintenant, c'était le rôle de la physique de décrire le monde et de parler des vérités du monde, etc. Alors que, en fait, ne serait-ce que dire que c'est la physique qui nous dit les vérités sur le monde, c'est déjà en fait un questionnement philosophique. C'est aussi ne pas se poser les questions de rapport entre le langage, la réalité. Est-ce que les entités de nos théories existent vraiment? J'avais fait un petit sondage sur Internet, je ne préciserai pas où j'avais demandé aux gens, de la façon la plus naïve possible, est-ce que vous pensez que les objets des théories scientifiques existent vraiment, par exemple les électrons? Voilà, ok. Et j'avais eu déjà l'extrême majorité des gens qui disaient bah oui, ça existe les électrons, tu vois. Ce qui est en fait dans un sens aussi un peu rassurant, les gens ont confiance en la science. Mais surtout, même parmi les scientifiques, il n'y avait aucun doute, quoi. Alors que, justement, se poser ces questions-là et se demander est-ce que la science nous décrit vraiment le monde comme il est, ou nous donne une image du monde qui est pratique, qui est fonctionnelle, voilà. C'est un questionnement qui est philosophique. Et en fait, les scientifiques qui disent avoir répondu aux questions philosophiques, souvent, c'est des scientifiques qui, s'ils avaient lu un peu de philo, se seraient rendu compte que c'est plus compliqué que ça, quoi. Ouais, mais moi, je me demande s'ils n'ont pas juste cette image faussée, très historique, justement très limitée au grand répertoire du passé, finalement, et qui fait qu'ils peuvent que la percevoir comme morte, la philosophie, parce que c'est que les grands philosophes du passé déjà décédés. Et eux, ils voient leur propre discipline vivante. Voilà, il y a les grandes révolutions scientifiques auxquelles eux prennent part, et puis il y a leur image de la philosophie qui est des philosophes du passé, tous déjà morts, et qui ont dit des choses plus ou moins pertinentes sur ce que eux font. Oui, et puis qui disent des choses de façon sans la rigueur scientifique, et du coup, maintenant c'est bon, ok, c'était marrant, mais on n'a plus besoin de ça, quoi. Maintenant on a les sciences c'est sérieux. Quand on dit des trucs, on les vérifie. En philo, pas trop. Enfin, du coup, voilà, il y a un peu cette image-là, alors que, justement, nous, on veut aussi remettre en avant que... parce qu'on a aussi une proximité avec les sciences dans notre pratique, qui est aussi de montrer que la philosophie peut être un allié des sciences, en fait, ou en tout cas s'articuler bien avec les sciences. Justement casser un peu cette opposition qu'on peut avoir. Moi, avant, quand j'étais en physique, pour moi, les philosophes, c'était des gens qui étaient dans leur fauteuil et qui allaient me dire comment on fait bien les choses sans jamais aller dans un laboratoire et sans avoir jamais essayé vraiment de mettre la main à la pâte. Alors que, en fait, c'est quand même beaucoup plus riche et intéressant que ça. Heureusement. Non, mais tu vois, c'est mal connu. Là, tu as expliqué un truc vraiment intéressant. Est-ce que les grandes entités des théories physiques existent? Et là-dessus, il y aurait plein de questions intéressantes. Qu'est-ce qu'on veut dire par exister? Voilà. Quel sens ça a tout ça? Et j'ai l'impression que ceux qui ont rien envie de te répondre que l'électron existe, ils disent un peu oui, les électrons sont des objets de la physique. Ils existent parce que c'est des objets de la physique. Je pense que justement, les gens diraient que ça existe même au-delà de la physique. Parce que quand tu demandes, à partir du moment où tu dis dans ta question, est-ce que pour toi ils existent, c'est que tu présupposes déjà que tu parles d'un. Mais est-ce que c'est vraiment clair dans la vie quotidienne que les théories physiques et la manière dont le monde physique fonctionne réellement, c'est pas la même chose? Tu vois? Ah oui, non, justement, oui, je pense que non. Je pense que les gens pensent que c'est la même chose, oui. Il y a un peu un abord d'autorité de la science qui a des bons et des mauvais côtés, mais voilà, on se dit, on fait confiance. Et donc on se dit, bah oui, la physique dit que les électrons existent, c'est comme ça. Et en général, on va pas beaucoup plus loin, on se dit pas, non mais en fait c'est juste par méthode qu'on utilise ces outils, on fait des conventions, et finalement, un jour, on trouvera un truc mieux, on change. Oui, en fait, je veux dire que les électrons existent, c'est pratique, quoi. Avoir ce corpus, ce jeu de langage, pour revenir là-dessus, avoir un ensemble de règles qui seront des équations mathématiques,
voilà, des principes de relation entre des entités dont on va postuler l'existence, qu'on va pouvoir manipuler sur notre papier ou dans notre ordinateur, et dire il y a quelque chose dans la réalité qui bouge de la même manière que ça bouge dans mes équations, et ben ça permet de faire des choses intéressantes parce qu'à la fin, j'ai un temps de chute qui vaut tant de secondes, et je peux comparer ce temps de chute. Enfin bon, pour le cas des électrons, ce serait plutôt une orbite, cyclotron, enfin bon, bref. Mais en tout cas, il y a des trucs dans la réalité qu'on arrive bien à expliquer en postulant l'existence des entités. Mais on sait que les entités dont on postule l'existence, peut-être on ne dira plus qu'elles existent dans X années. Et je trouve que c'est important de préciser aussi pour les auditeurs qu'on ne se place pas en... Quand on dit ça, c'est pas une opposition à la science. C'est-à-dire que on n'est pas là pour dire que... Justement, tout l'intérêt, c'est de remettre en question ces présuppositions-là sans tomber dans l'anti-science. Le but, c'est pas de dire que la science fait n'importe quoi non plus, quoi. Oui, bah, en fait, une fois qu'on a dit que ça pourrait potentiellement être autrement, ça enlève pas toute la valeur Oui. telle que c'est maintenant, quoi. Ah oui. Et justement, en fait, faut se rendre compte de l'effort intellectuel gigantesque que ça représente, tout ça. Et même humain, financier. C'est des centaines d'universités, de laboratoires qui fonctionnent. Il y a des gens qui... forcément, il y a des brebis galeuses, mais des gens qui essayent vraiment de faire avancer Qui se construit leur truc est sur des centaines d'années. d'ajouter qui se construisent sur le long terme. Mm. Et une fois qu'on a dit que on pourrait imaginer que ce soit mieux, ça veut pas dire que c'est tout pourri ce qui est. Voilà, tout l'intérêt est de pouvoir dire les virus. Dire que les virus existent, c'est avoir. Le but, c'est d'éclaircir ce que ça veut dire quand on dit que les virus existent, sans pour autant dire qu'il ne faut pas se vacciner. Là, le moment Covid est arrivé plus tôt que prévu dans l'épisode. Après le point Godwin, il y a le point Covid maintenant. Mais oui, on va peut-être se faire traiter de sale scientiste, mais. Ouais. Mais justement, voilà, le but c'est de ne pas tomber dans le scientisme absolu tout en reconnaissant que les institutions scientifiques ont une valeur indéniable et qu'on est quand même bien content de certaines choses. Après, le cas du Covid pourrait être discuté plus en détail. Ça pourrait même être un épisode entier. On pourrait parler de beaucoup de choses autour de ça. Mais pas aujourd'hui. Mais pas aujourd'hui. Mais je trouve que c'est une distinction qui peut être assez intuitive finalement, et donc on peut parler. C'est-à-dire que on peut être d'accord pour dire que le langage qu'on utilise parle bien de quelque chose qui existe dans la réalité, même si le choix des mots est contextuel, relatif, compagnie si tu veux. Mais quand même si le choix des mots, la manière dont on l'a dit, nos ambitions sur des sujets très quotidiens, passe-moi le sel, finalement on peut être bien d'accord qu'on parle de choses qui existent, ne pas contester l'existence des objets, même si on reconnaît une certaine subjectivité, relativité aux différentes manières de formuler la chose et compagnie. C'est là qu'on vient au miracle de se comprendre aussi dans un sens, qui est que quand on dit passe-moi le sel, tant qu'on se pose pas de questions, c'est clair et le sel il existe. Après on peut débattre pendant 1000 ans de qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit sel et est-ce que le sel a une vraie existence. Est-ce que le sel existe ou est-ce que c'est le NaCl, donc NaCl c'est quoi, sodium et chlore, enfin bref, est-ce que ce qui existe c'est, enfin, voilà, ça, on peut toujours par un jeu, décider de s'engager dans un jeu qui serait de clarifier ce que veut dire passe-moi le sel, mais ça n'empêche pas qu'au quotidien ça a une pertinence instrumentale en fait, et que ça renvoie à quelque chose d'utile tout simplement. Ouais, mais je crois qu'on touche vraiment à un truc de fond. C'est-à-dire que oui c'est un jeu, mais ça ne veut pas dire que l'objet du jeu n'est pas un vrai objet de la nature, n'est pas un vrai truc. Et je pensais par exemple imaginez une girafe et un rhinocéros. Le fait qu'on appelle la girafe ou l'animal à côté du rhinocéros, en effet là ça peut dépendre du contexte, de l'activité et compagnie. Mais on peut quand même être d'accord dans les deux cas qu'on parle bien de la girafe. Ouais. Et là c'est pas ambigu, on parle bien de la girafe et on part du principe implicite qu'il y a bien une girafe à côté du rhinocéros. C'est parce qu'on a décidé, qu'on est d'accord sur dans quel jeu de langage on se place en fait. Du coup, ça passe. Voilà. Ouais, tout à fait. Mais mettons que vous ayez eu un problème en écoutant le podcast et que vous n'ayez pas eu ma première phrase qui est imaginer une girafe et un rhinocéros et que vous n'ayez que la suite. Et ben l'animal à côté du rhinocéros, si vous n'avez pas eu le début, ça n'a aucun sens. Voilà.
exactement. Et c'est là, après, ça va être là la limite, quoi. Mm. C'est parce que oui, il y a plus les mêmes. Bah, en fait, ça montre que justement la pertinence du langage est relatif. En fait, c'est une vision, donc ce qu'on appelle en philosophie un holisme, une vision donc un holisme, ça va être de considérer que en fait chaque chose prend son sens de par la façon dont elle s'articule avec les autres choses. Par exemple, de dire que le sens de le truc à côté du rhinocéros, là dans cet exemple, va dépendre de ce qui a été dit avant, comment on cloisonne nos énoncés. Et typiquement, on pourrait dire que l'électron existe-t-il ? L'électron existe au sens où il y a un corpus théorique dans lequel on utilise le mot électron, il y a des équations dans lesquelles on utilise les charges négatives, etc. Et il existe en relation avec d'autres termes dans la même théorie, dans un jeu de langage plus ou moins défini, mais en tout cas dans lequel les participants sont mis d'accord à peu près sur les règles qu'ils utilisent. Aussi se sont mis d'accord sur qu'est-ce que ça veut dire dans la réalité d'un point de vue sensoriel quand je dis que il se passe à la fin que j'ai fait mon jeu avec mes équations et j'ai calculé que il allait avoir une intensité de 1000 ampères. On est d'accord que ça veut dire qu'il faut pas mettre le doigt, quoi. Par exemple, si c'est un truc qui est ouvert, enfin voilà, en fait c'est comment en fait on a des jeux de langage qui vont être cloisonnés plus ou moins, mais qui vont eux-mêmes aussi prendre leur sens. Là ça devient méta parce que le jeu de langage lui-même n'a de sens que par rapport à comment il s'articule avec les autres jeux de langage et le monde aussi de ce qu'il y a en dehors des jeux. Je trouve que le jeu de langage, c'est le holisme, en fait. Oui. C'est le fait que c'est ça l'ensemble. Mais même dans l'exemple tout bête que je prenais tout à l'heure, même la girafe, juste dire la girafe, ça n'a de sens que dans le cadre de notre connaissance actuelle en zoologie, quoi. C'est-à-dire, on a construit des connaissances. Finalement, elles ont un degré de validité variable. Mais qu'est-ce que c'est une espèce en biologie ? On en a une conception moyenne, plus ou moins floue, bizarre. Qu'est-ce que c'est vraiment une espèce ? Qu'est-ce que c'est tout ça ? Évidemment, quand je vais dire à un gamin de 5 ans, regarde la girafe, Sophie la girafe dans le supermarché, et ben ça va bien se passer en général. Il va savoir. pas dire, mais qu'est-ce que tu veux dire par girafe ? Définis-moi ce terme. La girafe ou une girafe parmi... Déjà, ça va bien se passer et finalement, l'enfant, on va dire, il va associer... alors ça, c'est un débat en soi, mais je vais simplifier pour pas rentrer tout là-dedans. Mais... Alors, il va associer l'image de la girafe avec le mot girafe. Alors, oui. On va lui dire très benoîtement en cher parent ou enseignant, ceci est une girafe. Et l'enfant va dire, ah, une girafe. Et ça va fonctionner, on va associer et ça va fonctionner comme ça. Et lui-même, il va faire des liens un peu implicites dans sa tête et en fait, il va associer, il va retenir que le mot girafe a souvent été dit à côté d'un truc qui a l'air d'avoir un long cou. Du coup, ça fait partie du sens de girafe d'avoir un long cou et c'est là qu'on revient au holisme dont on parlait tout à l'heure, qui est que en fait, la girafe c'est un truc que je lis à d'autres trucs qui sont avoir un long cou. Et avoir un long cou, c'est quoi ? Par exemple, c'est ce qu'a une girafe. C'est bien qu'on parle de holisme, parce qu'en ce moment, on est branché holisme. Oui. Mais finalement, il y a une double contrainte que je trouve assez folle qui coexiste. C'est que finalement, une fois qu'on a dit ça, on se dit que il faut connaître plein d'autres trucs pour donner du sens à des expressions simples de la vie quotidienne, finalement. Ouais. Et donc, ça implique une grosse connaissance. Et pourtant, intuitivement, on voit bien qu'on l'a pas, cette grosse connaissance pour tout, mais on est quand même capable de distinguer des objets. Je suis pas d'accord, parce que je dirais que justement, en fait, on a une énorme connaissance, mais on ne l'explicite pas. C'est-à-dire que, en fait, je dirais qu'on comprend le sens de girafe à la hauteur du nombre de connexions qu'on fait entre girafe et d'autres choses. Donc si c'est la première fois qu'on nous associe ça, on va avoir une conception très floue. Enfin, si on vient au monde et tu viens de naître et on te dit girafe. Et tu vois un truc. Voilà, pour toi, ça veut pas dire grand-chose. Ouais, tu vas pleurer. Quoi. Bon, alors de fait, je n'ai aucune idée. C'est très compliqué ce qui se passe quand on vient au monde et absolument pas la prétention de savoir comment ça se passe en pratique. Mais en tout cas, l'idée, c'est de dire que... moi, je pense qu'on a justement une somme de connaissances énorme dont qu'on conscientise pas forcément. Et je pense que la plupart des choses se passent juste dans la tête. Ouais, mais... Tu vois ?
En fait, c'est plus subtil que ça. Là où je voulais en venir, c'est que j'essaie d'être un homme subtil. Ouais, c'est bien. Mais Ça te ressemble. c'est parce que tu vois, l'électron du mec qui connaît rien en physique, Ouais. ça va quand même être une expression dans un jeu de langage précis, mais pas celui de la physique. Oui. Mais Oui. l'idée qu'a la personne, elle, de la physique, et il sait qu'il parle d'électrons comme une unité fondamentale, j'imagine que c'est le truc de base qu'on se dit. Ok, c'est dans les C'est un objets, point, c'est un petit truc. dans les objets qu'utilisent les physiciens, l'électron. Et bon, j'écoutais pas trop au lycée, donc je sais pas trop ce que c'est. Et puis, voilà, on m'a parlé de nuages, d'électrons, et je sais, bon, c'est des trucs flous, tu vois. Ouais, non, c'est un petit point, et puis c'est négatif, quoi. Et donc là, c'est un usage. Et donc là, même si on accepte le paradigme holiste, alors, on accepte de penser de cette manière-là en termes holistes, et ben ça va. On rajoute une couche de complexité très vite, parce que donc ceux qui connaissent rien en physique, quand il va parler d'électrons, il va pas le faire dans le jeu de la physique. C'est vrai. Il va le faire dans un autre jeu qui est celui de langage de la vie quotidienne, et qui utilise une version un peu bizarre. Une projection simple, on va dire. Des projections. Mais justement, quand c'est des termes techniques, c'est souvent tellement simple qu'il n'y a plus aucun contenu du sens technique. Bah, on peut pousser le questionnement. On pourrait dire quelqu'un qui connaît pas vraiment ce que c'est qu'un électron, il va probablement juste avoir retenu qu'on met un moins quand il y a un électron et que c'est petit. Et ben justement le sens de si tu lui demandes mais ça veut dire quoi qu'il a une charge négative, qu'est-ce qu'il va te répondre? Très bon exemple. Il va probablement te dire bah ça veut dire que si tu mets un plus moins et moins ça se repousse et moins et plus ça s'attire. Ouais, Donc, au final il revient dans cette conception là, tu vois. Ok, mais tu sais, c'est un genre de truc intuitif et puis on se dit charge, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire négatif. Oui, mais justement, le négatif, il va quand même avoir cette espèce de holisme de dire, bah, en fait, négatif, ça veut juste dire que s'il y a positif, ça s'attire. Ouais. S'il y a un autre négatif, ça se repousse. Bon, et s'il le sait pas, il va juste dire, je sais pas, c'est négatif. On met un moins sur la feuille. En fait, Bon, bah, c'est pareil. La métaphore des jeux de langage, elle est plaisante. Donc on l'a appris à Wittgenstein, je crois qu'on l'a pas encore dit. Mais... Oui, c'est pour ça que je disais. Et en fait, après, ça se généralise. Et en fait, il n'y a plus que ça partout, tout le temps, quoi. C'est-à-dire que, parce que finalement, le langage de la vie quotidienne, c'est ça. Ouais. Et on utilise plein de formes appauvries de termes techniques, et qui ont plein de qualités pragmatiques, c'est-à-dire qui sont liées à des contextes. Machin. Et donc, l'animal à côté du rhinocéros, si je vous mets une photo d'une girafe et d'un rhinocéros, voilà, tout ça aura du sens et personne ne se dit qu'il faut avoir une connaissance profonde de la zoologie, Oui. ou même de la manière dont la photo a été fabriquée pour pouvoir comprendre tout ça, quoi. C'est-à-dire que pratiquement tout est intuitif et vous allez vous dire, ah bah oui, l'animal à côté du rhinocéros, c'est la girafe. C'est parce que nos mécanismes sont assez opaques, en fait. Et là où on se rend compte que c'est difficile, en fait, c'est quand on demande, par exemple, à une intelligence artificielle de le faire. On se rend compte, bah en fait, non. Elle n'y arrive pas du tout. C'est hyper la galère. L'intelligence artificielle, elle arrive facilement à calculer des équations ça nous prendrait 1000 ans pour le faire. Par contre, pour reconnaître la girafe, là, c'est galère. Là, et distinguer la girafe d'une grand-mère, pour elle, c'est un effort gigantesque. Alors que mon neveu de 6 mois et demi, bon, s'il appelait une girafe ma grand-mère, ça vexerait des gens, quoi. Donc oui, on se rend compte qu'il y a une énorme complexité, justement, c'est notre esprit, la façon dont ça fonctionne, c'est assez opaque et tout nous semble naturel parce que c'est intégré, quoi. On n'a pas besoin de comprendre. C'est l'ambiguïté du naturel, de l'intuitif. Je crois que j'avais lu quelque part que justement c'est la première règle de l'intelligence artificielle, enfin dite règle de l'intelligence artificielle, c'est que ce qui est simple est compliqué, ou ce qui est facile est difficile. Comme ça. Et c'est-à-dire que finalement on pense l'intelligence souvent à la manière dont c'est valorisé dans notre société, notre monde social, et un peu à l'image de l'intelligence humaine, comment elle fonctionne, tout ça. Donc on se dit, waouh, il parle 8 langues, il est diplômé de Stanford et d'Harvard, c'est sûrement quelqu'un d'intelligent. Mais finalement, la comparaison avec l'intelligence artificielle, là, elle pose problème. Ça n'a plus beaucoup de sens, là. L'intelligence artificielle, elle va avoir du mal à être diplômée d'Harvard. Et en plus, elle a du mal à reconnaître une girafe d'un rhinocéros. Tout à fait. Donc, et l'intelligence artificielle sera peut-être meilleure en calcul que le meilleur mathématicien d'Harvard. Par contre, quand il va falloir... pareil, reconnaître la girafe, là, il n'y a plus personne. Là. Donc, ça ramène aussi à toutes ces conceptions-là. Il y a, dans un sens, plus d'intelligence à savoir appliquer le concept de nombre pour compter des cailloux
que à savoir faire des calculs compliqués. Mais en fait, ça dépend ce qu'on appellera l'intelligence. Mais ça m'intéresse, ça me fait penser là justement. Est-ce que l'intelligence artificielle, elle reste son propre jeu du coup? Elle reste son propre jeu de langage? Bah, est-ce qu'on pourrait essayer de rendre compte d'une intelligence artificielle à partir du même, à partir de contenus propositionnels? Elle mobiliserait des contenus du sens, quoi. Et, sauf que elle aurait un jeu du sens. En gros, elle essaierait vraiment de faire la différence entre qu'est-ce que c'est une girafe et une rhinocéros, puisqu'elle a un jeu qui est tellement différent que pour elle, c'est justement, on est très loin de l'intuitif qu'on a, parce qu'elle a des critères totalement différents. Ouais. Mais en fait, elle joue à un jeu très spécifique, mais elle y joue très bien, quoi, dans l'idée. Ouais, dans ce qu'on lui fait faire, où elle est très, où elle se sorte très bien, les IA. C'est vrai qu'on aurait du mal à se dire que maintenant il y a des IA qui créent des œuvres d'art, là, ça fait beaucoup parler en ce moment. Finalement, est-ce que on pourrait dire qu'elle aurait sa place dans le jeu qu'est l'art, c'est-à-dire de faire des tableaux d'une certaine forme, de certaines manières, avec certaines méthodes? Est-ce que l'IA, elle arrive quand on lui demande, elle le fait, parce qu'elle suit un ensemble elle suit un fonctionnement qu'on lui a imposé par sa programmation même. Est-ce que, mettons qu'on prenne au sérieux l'idée d'intelligence artificielle, est-ce que vraiment, est-ce qu'elle a son propre jeu? Est-ce qu'elle participe au jeu donc que nous on utilise pour parler d'art en général? On pourrait se dire que comme on l'a programmé en ayant en tête, voilà, ça ramène à des questionnements assez complexes, mais justement il pourrait y avoir il y en a qui vont dire que c'est marrant parce qu'on peut se ramener aussi à des intuitions communes. Il y en a qui vont se dire non, c'est pas de l'art parce que c'est pas fait par un humain et c'est trop procéduralisé, etc. C'est trop carré entre guillemets. Mais on pourrait aussi se dire que oui, on a programmé ce truc pour qu'il fasse quelque chose que nous on assimile à une œuvre d'art. Enfin moi, je suis les trucs d'Ali là où tu mets des mots clés et ça te sort une œuvre. Ouais. Ça fait des choses que je ne saurais jamais faire en une vie entière, moi personnellement. Mais en fait, c'est parce que. Mais justement, qu'est-ce que Dali fait vraiment en fait? Est-ce que Dali fait quelque chose et qu'est-ce qu'il fait? Dali fait quelque chose, oui, ça, je veux dire, à un moment. Et tu vois, ça produit des œuvres et compagnie, mais finalement, l'art, ça n'a de sens que contextuel. En fait, voilà, qu'est-ce que de l'art, ça n'a de sens que dans le jeu de langage de l'art, quoi. Ouais, mais Dali se fait une image de ce que c'est qu'une œuvre d'art. Alors moi, c'était ma question, en fait. Est-ce que Dali se fait une image, vraiment? Est-ce qu'il se fait une représentation, au sens commun du terme? Est-ce qu'il se fait une représentation de ce qu'est l'art? Est-ce que Dali se fait une représentation? Mais là, après, on ne pourra pas trancher, mais moi, je dirais que oui. Je dirais que oui, parce que, en fait, le principe de toutes ces intelligences artificielles-là, c'est de leur donner à bouffer plein d'œuvres d'art, justement, de leur dire, à cette œuvre... D'ailleurs, il y a des choses assez terribles politiquement, j'ai vu récemment un article sur ça, mais il y a des personnes sous-payées et absolument maltraitées à qui on donne une pomme par semaine pour regarder des œuvres d'art et taper des mots-clés. Oui, là, il y a un chat et c'est un style impressionniste et machin. Mais c'est les gacha. Les trucs gacha, on le fait tout le temps, là. Gacha, c'est quoi ça? Tu sais, quand tu veux pirater un truc sur un site, souvent tu dois. Les captcha. Pardon, les captcha. T'as souvent un genre d'une petite fenêtre qui s'ouvre et tu dois dire. Oui, là, cocher les photos sur lesquelles les chaussures sont portées correctement. D'ailleurs, je sais pas si tu savais, mais souvent on te demande 2 fois. Il y a une fois c'est pour vérifier et une fois c'est pour nourrir une IA. Voilà. Ah. Ouais. La première fois on vérifie et si t'as eu de bon, on se dit lui il sait ce que c'est qu'un chat, c'est pas une machine. En fait, elle t'évalue, c'est ça. Ouais. La première fois elle regarde si t'es capable de correctement répondre. La première fois c'est vraiment le test pour qu'il n'y ait pas une machine qui rentre dans le site. Et la deuxième fois c'est tiens on va donner ça à bouffer à des IA. Ouais, c'est ça qui est malin en soi d'ailleurs. Ouais, c'est bien et c'est vrai qu'on fait 2 fois. Ouais. Mais du coup voilà il y a des gens qui remplissent énormément de données pour dire ce tableau là moi j'associe ces mots clés là. Après on donne à des réseaux de neurones. Donc à des en gros des réseaux de neurones, ça va être un ensemble de règles assez simples mais qui va être utilisé tellement de fois et qui s'adapte et qui qui s'adapte au fur et à mesure aux données qui arrivent. En fait, en gros, on va donner à cette IA beaucoup d'œuvres d'art. On va lui dire s'associer à ces mots là. Après, on va lui donner une autre œuvre d'art et on va lui dire tiens quel mot tu donnerais. On va donner des mots et on va lui dire oui non. Et elle va s'adapter en fonction de ce oui, non. Donc pour moi, l'IA,
dans un sens, a une conception de l'art parce que ça se base quand même sur Ouais. nous, tu vois, sur ce que nous, on a décidé. Tiens, on va essayer de généraliser ça. Mettons qu'on dise que avoir une représentation de l'art, c'est de justement être comme cette IA. Ouais. C'est-à-dire avoir un ensemble de règles, donc le programme lui-même que constitue l'IA, Mhm. avoir un ensemble de règles qui serait d'être capable de correctement produire une œuvre en fonction de toutes les procédures que sont le programme informatique lui-même. Ok. Est-ce que donc c'est assimilable à nous? C'est-à-dire, est-ce que nous, avoir une représentation de ce qu'est l'art, ce serait la même chose? Donc, avoir juste toutes les informations nécessaires pour correctement pouvoir en rendre compte et produire. Bah, bah, en fait, c'est jamais aussi explicite, mais dans un sens, si tu demandes à quelqu'un, en fait, c'est toujours un rapport au langage, c'est-à-dire que si tu demandes à quelqu'un, peut-être que dans la tête d'une personne, ça se passe pas comme ça, mais par contre, après, si tu lui demandes qu'est-ce que c'est une œuvre d'art pour toi, eh ben, il va te donner un ensemble de critères, entre guillemets. Mm. Et par exemple, tu dis c'est quoi une peinture, il va dire ah, voilà, c'est un truc sur une toile, par exemple, qui va faire, je sais pas, qui va être en 2D et qui, enfin en 2D au sens, c'est pour représenter un truc 3D, mais sur une surface plane, imaginons, hein, avec un ensemble de couleurs, de formes, qui va représenter soit des choses concrètes, soit des choses abstraites, etc. Et au final, il va te donner. En fait, c'est ça. En fait, l'IA, ça serait la partie descriptive. Je dirais que ça rejoindrait. On pourrait se demander si. Voilà. En fait, ça revient à des questionnements de est-ce que l'IA se fait une représentation mentale? Est-ce qu'il y a une. Une représentation générale, parce qu'il n'y a pas de mental dans le. Bah, une représentation linguistique, oui. Parce qu'il y a des données. Ok. Et ces données-là. Et donc voilà, la représentation linguistique, ce serait ça. Finalement. Ouais. Après, est-ce qu'on a envie de dire que l'art, c'est la représentation linguistique de l'art? Bon, bah là, c'est une autre question. Moi, j'ai envie de dire que c'est un truc relationnel, là. Parce que, finalement, tu parlais de tableaux, par exemple, mais on est d'accord que ce qui est exposé dans des musées, c'est de l'art et c'est des constructions sociales et compagnie. Mais quand tu vas chez Ikea et que tu regardes les tableaux test et que tu as juste le tableau vide avec une feuille blanche dedans, avec écrit la dimension du cadre et tout. Oui, oui, oui. Et pourquoi ça, ce serait pas... C'est exposé dans un endroit qui pourrait ressembler à un musée, finalement. Et ça a les mêmes caractéristiques physiques et même formelles. Bah, le jour où on déciderait que c'est une œuvre d'art et qu'on le mettrait dans un musée, ça en deviendrait une. Donc, justement, après, voilà. Là, Justement, est-ce que ça... Voilà, bah ça, c'est tout le débat de l'art contemporain. Est-ce que si on prend ça à Ikea et qu'on l'expose dans un musée, ça devient une œuvre? On pourrait dire que... Est-ce que c'est l'institution qui donne sa valeur ou pas? Mais non, mais même si sur les réseaux, il y avait une photo qui circulait et que tout le monde disait « Ouais, il est vraiment incroyable ce truc, c'est vraiment trop beau », et que les gens commençaient à considérer que c'est de l'art. En fait, la question n'est jamais vraiment tranchée pour des trucs aussi flous, justement, que les grands concepts. Justement, bah, là, ça revient à ce qu'on disait au départ, ça permet de boucler un peu aussi, c'est que dès qu'on commence à essayer d'analyser le contenu de grandes catégories usuelles telles que l'art, bon, si tu te poses pas des questions, qu'est-ce que l'art, machin, bah, tu vois très bien ce que c'est que l'art. Et dès que tu commences à disséquer et à essayer de clarifier ce que ça veut dire l'art, là tu te rends compte qu'en fait il n'y a rien de vraiment très... C'est un jeu. Ouais. Là peut-être que pour ça on serait pas d'accord, bah faudrait définir une nouvelle règle. Ouais. Mais en fait finalement je dirais que pour avoir une approche on pourrait se dire bon, il y a des trucs sur lesquels on serait d'accord pour dire que l'art c'est ça. Ça fait un espèce de noyau sur lequel on s'est mis d'accord. Et puis il y a des choses sur lesquelles on ne serait pas d'accord et en fait bah, il n'y a pas de réponse vraiment. On ferait des normales statistiques. Ouais, on est en moyenne d'accord pour dire que... Ouais. Et au final, c'est qu'on se met tous d'accord sur ce qui est un terme que... je trouve que ça poserait des problèmes de délimitation. Effectif, quoi. Ça poserait des problèmes de délimitation. C'est-à-dire que des choses qui, pour des minorités statistiques, seraient de l'art, seraient exclues de fait. Alors que finalement, ils ont peut-être juste un autre jeu. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que ça revient à se dire qu'en fait, se poser cette question, c'est déjà dans un jeu. Tu vois. Ouais, en fait, oui, c'est fécond est trop fort, en fait, parce que le résultat, c'est tout partout, tout le temps, et ça dévore tout. Ouais. Tout est jeu, et je trouve que plus on va chercher les frontières de chaque jeu, plus on va juste continuer de produire des jeux. Moi, je trouve il y a des vrais soucis de délimitation, je trouve. C'est quoi les frontières de la physique, réellement? Ah bah ça, c'est complexe. Mais tu pourrais dire que les frontières de la physique... Justement, pour les disciplines scientifiques... frontières de la physique comme jeu de langage propre. Je pense que justement, la physique, comme concept général, c'est compliqué. Par contre, la physique
la physique telle que pratiquée par les physiciens, là, ce sera peut-être plus clair parce qu'il y a moins de gens, il y a un consensus qui va être plus élevé du coup. Ça va être très technique et tout. Par contre, après, on pourrait se dire oui, est-ce que quelqu'un qui jette un caillou par terre et qui se demande en combien de temps ça va tomber, est-ce qu'il fait de la physique ou pas, alors qu'il le fait juste comme ça? Mais grave. Oui, bah là on pourrait... en fait. Dans un sens, on pourrait se dire que oui. Mais donc ça pose et on pourrait dire non parce qu'il n'est pas en train de mesurer. Tu vois. Mais après, oui, il faudrait être plus précis que ça dans ce qu'on appelle physique en fait. Mmh. On pourrait définir qu'est-ce que la physique comme institution universitaire. Et essayer de... Ah, mais là, j'ai l'impression qu'il y aurait les mêmes problèmes de limitation, finalement. Les frontières seraient quand même floues dans ces jeux. Tout est flou. Tout est flou dès qu'on essaye de les rendre clairs. Si vous êtes myope, tout est flou. C'est toi qui aime bien... On est tous myopes, en fait. On est tous myopes, mais on s'en rend pas compte. Et donc, voilà. Et la condition de l'être qui cherche à connaître dans l'existence, c'est d'accepter que tout est flou. Accepter la myopie. C'est beau. C'est la condition de l'homme et de la femme, de la myopie de l'esprit. Et oui. En tout cas, ouais. Bon, tout ça pour au final montrer que ce concept de jeu est vraiment englobant. D'ailleurs, justement, le fait que nous, on va trouver ça amusant et d'autres gens non, aussi, d'où le nom du podcast. On s'amuse comme on peut. S'amuse comme on peut. ça va être long. Ça va être très long. C'est déjà cringe. La manière dont on en parle. Non, mais justement que... En fait, si on associe... par exemple, si un jeu, c'est quelque chose qui doit être ludique, eh ben, on pourra se dire que en fait, ça dépendra... pour une personne, c'est les échecs qui sont un jeu. Pour d'autres, c'est pas du tout un jeu, quoi, les échecs. C'est c'est un calvaire. Oui. Et pour d'autres gens, la physique, ça va être un jeu, et pour d'autres, non. Ouais. Donc en fait, quand on dit la philosophie comme jeu, c'est voilà, il y a le concept un peu, on va dire, académique qui va être de définir le jeu comme un ensemble de règles, mais qu'on va un peu faire évoluer au fur et à mesure. Donc conception, on a dit, de Wittgenstein, si ça intéresse des gens, dans sa seconde philosophie. Voilà, si ça vous intéresse. Ça s'appelle les recherches. Les recherches philosophiques, ouais, tout à fait. Mais après, il y a aussi le jeu, comme utilisé plus couramment, qui va... il y a une notion de fun derrière, quoi, on va dire. Et là, on pourrait dire que voilà, cette catégorie, en fait, parler de jeu de langage, ça peut aussi sembler être usurper le terme. Oui, carrément, en fait, c'est en soi faire une genre d'analogie qui est usurpée en elle-même et qui repose sur la bonne compréhension d'un jeu. Ouais. Et donc, pour bien comprendre ce que c'est un jeu de langage, à ce moment-là, il faut bien comprendre l'analogie. Et finalement, c'est pas du tout donné. Ce que tu veux dire par jeu de langage, c'est pas du tout que c'est ludique. Mais justement, ça montre aussi que le concept de jeu est en lui-même très vaste. Parce que si on se demande ce que c'est qu'un jeu, moi par exemple, je sais pas si vous prenez des jeux vidéo, typiquement, assez fan de jeux vidéo, tu vas aussi avoir un ensemble de règles, des objectifs, tout ça. Et tu vas dire que c'est un jeu parce que tu trouves ça fun. Et en fait, c'est un peu communément accepté qu'on le classe dans le jeu. Mais pourtant, il y a aussi des gens qui ont développé des jeux où, en jouant, vous résolvez des équations de chimie. Et où du coup, en jouant, ça fait avancer la recherche. Et en fait, le truc, c'est juste qu'on vous le présente d'une manière pour dire lol, c'est un jeu, mais en fait, il vous montrer vraiment ce que vous êtes en train de faire. Enfin, vraiment, c'est pas ça que vous êtes en train de faire du coup, mais enfin, les mécanismes sont les mêmes que dans la chimie. Et en fait, pour des gens, résoudre des équations, c'est un jeu. Et c'est littéralement le cas. Il y a des gens qui font des grands contests, pardonnez l'anglicisme, des grands concours qui va calculer les intégrales le plus vite, et pour eux c'est vraiment un jeu aussi. Pour moi c'est une bonne raison de mettre un peu de côté l'aspect ludique dans la réflexion sur les jeux en fait. Oui, mais en même temps ça pourrait sembler artificiel. C'est oui, c'est vrai. Oui, on peut le dire. Mais oui, mais finalement tu vois, je crois pas que ça existe un jeu qui serait fun pour tout le monde finalement. Qui serait vraiment ludique pour tout le monde. Et c'est pas pour autant que c'est pas des jeux. Le fait que ça, finalement, l'amusement, c'est une espèce de catégorie psychologique à laquelle on peut facilement échapper et ça resterait des jeux. Oui, mais si on enlève l'amusement... une manière de présenter quelque chose. Parce que ça me fait penser à un jeu auquel j'avais joué, là, Euclidea, je crois que ça s'appelle, où tu te retrouves un peu dans le même contexte dans le jeu que des Grecs athéniens qui font des dessins dans la terre battue avec un bâton, quoi. Et tu dois retrouver tous les grands axiomes d'Euclide. Ok. Et donc, comment, avec un genre de compas et quelque chose qui donne une ligne droite, tu vas retrouver
un angle droit, construire différents types Ok. de triangles et tout ça. Et donc tu reconstruis tout ça. Et c'est vendu comme un jeu voilà, c'est vendu comme un jeu dans les trucs dans les, dans les boutiques en ligne de jeux vidéo, quoi. Et ça va être juste. Bon, moi j'ai trouvé ça amusant, mais parce que je suis un mec un peu spécial. Enfin, il y a des gens comme ça qui trouveront ça amusant, mais pour un jeu comme ça, ce serait la manière dont ce serait présenté ou les mécaniques, le type de mécanique proposée qui serait spécifique. Donc on a l'habitude d'appeler jeu des mécaniques présentées de telle manière. Et donc c'est comme ça qu'on fait par une sorte de familiarité et d'habitude. Ouais, mais du coup, je trouve qu'on peut pas forcément enlever le concept de fun, enfin la notion de fun dans le concept du jeu, parce que justement, si c'est vendu comme un jeu, c'est qu'on s'adresse à des gens en leur disant, il y a moyen que tu trouves ça fun, tu vois. Donc, je trouve que dire qu'on voudrait dissocier le jeu du fun, bah, ça rendrait le concept tellement englobant qu'au final. Enfin, Oui. justement, en fait, ça dépend. Justement, bah, on revient au jeu de langage. Et inversement, si c'est nécessairement fun, c'est trop restreint. Oui, c'est vrai, parce que ce sera pas fun pour tout le monde. Et ça va poser Ouais, plein ouais. de problèmes Mm. Donc un même truc va être un jeu ou pas un jeu en fonction de celui qui joue. Et là après tu tombes dans des abîmes de complexité métaphysique terrible. Mm. Et c'est pour ça que justement ça revient à dire en fait ça dépend à qui tu parles et est-ce que les gens sont d'accord avec toi. En philosophie tu peux utiliser le mot jeu sans référer à du fun du tout parce que tu parles de jeu de langage. Qu'il y a un mec malin et que beaucoup de gens étudient qui s'appelle Wittgenstein qui a parlé de jeu de langage avant, que ça a été repris et du coup personne ne va être surpris si tu dis que la physique est un jeu de langage. Alors que si tu vois quelqu'un et tu lui dis hey, la physique c'est un jeu lol, bah, il va dire non c'est pas un jeu, c'est chiant en fait. Ouais, Déjà j'ai DS de physique demain, je t'assure que je m'éclate pas quoi. Enfin, la vraiment, plupart des gens, la plupart des gens ne trouveraient pas fun. ouais, voilà. Donc ça dépend toujours de dans quoi Ouais. où est-ce qu'on se place. Et au final, bah, c'est justement... Dans un jeu de langage, le jeu doit être fun. Dans un autre jeu de langage, le jeu ne doit pas être fun. Et, Bah oui. et ça revient à cette notion. Et parce que justement, un jeu de langage, c'est juste l'analogie du jeu. Oui. Et je pense que là, et dans ce cas-là, le jeu, c'est des règles, Voilà, l'ensemble de règles dans un cadre. En fait, l'intérêt, c'est, pour revenir au baby-foot, juste de dire que c'est un ensemble de règles, mais que ces règles sont plus ou moins fixées. Genre, il y a une base commune sur laquelle on se pose pour jouer, mais elles peuvent aussi évoluer. Et voilà, quoi. On fait des roulettes, on fait pas des roulettes, en fonction de si on a envie de faire des roulettes ou pas envie de faire des roulettes. En fait, d'autres mots candidats dans la langue française savante, ce serait par exemple, dispositif ou structure, tu vois. Mais qui sont pas beaucoup plus satisfaisants que jeu. Parce qu'ils reposent eux-mêmes sur des analogies. Oui. Et en fait, c'est étonnant comme on a du mal à parler d'un objet organisé, voilà, avec une structure interne, en dehors qu'avec des analogies. De toute façon, le langage est truffé d'analogies de partout. Faudrait inventer un nouveau concept, sinon, et dire voilà, j'appelle ça un schtponk. Et puis, mais bon, justement, structure et jeu, ça marche il l'a bien. pas fait. Et il n'a pas dit c'est des chponks de langage. Mais je pense que l'idée, c'est de dire que c'est une structure, mais une structure Enfin, voilà, là, je vais pas dire ça. Une structure qui s'adapte, une structure qui évolue. C'est pour ça qu'il utilisait le mot jeu. Avant, justement, il avait une vision. Justement, ça n'a pas de soi de dire que les jeux, ça évolue. Bah, c'est pour ça qu'il y a l'analogie du baby-foot. La plupart des jeux auxquels on joue dans la vie quotidienne, ils évoluent pas. Je sais pas. On pourrait dire que ça dépend. Quand t'es très sérieux, non, mais tu pourrais aussi dire que. Le jeu vidéo, quand tu y joues, il change pas tout le temps. Ouais, c'est pas faux. Quand tu joues à un jeu vidéo, tu joues au jeu, quoi. Et Oui, mais oui, d'accord. Sauf que les normes de ce que c'est qu'être un jeu vidéo, elles évoluent. Ok. Tu vois. Donc, par exemple, si tu joues à un RPG, bah le RPG, donc role playing game, avec le bel accent qui va bien, quoi. Oh, bah, je pense que les gens savent ce que c'est. Mais bon, ça dépend, je sais pas. Ouais. Mais le RPG, ok, ce jeu-là, il est fixé, c'est vrai. Mais en même temps, non, parce que regarde, imagine tu joues à GTA, par exemple. Tu joues à GTA ou tu joues à Breath of the Wild, donc c'est avec les jeux, donc c'est un Zelda, jeu un peu plus un monde ouvert. Bah tu pourrais toi-même te créer des jeux. Moi, quand je joue à League of Legends, des fois, je me dis bon, mon but c'est plus de gagner la partie, mon but c'est d'être mort le moins possible, parce que comme ça, même si la partie je l'ai perdue parce que les autres à côté ont fait n'importe quoi, bah j'ai fait mon jeu dans le jeu, qui fait que je suis quand même satisfait, tu vois. Mais ça, c'est le problème, c'est que finalement, quand tu joues avec quelqu'un, t'es jamais certain que vous jouez au même jeu.
pour Ouais. cette raison-là. Et justement, Tout le temps. en fait, c'est quand, voilà, c'est exactement ça. C'est quand vous êtes confronté au fait que vous jouez pas au même jeu, que vous devez vous mettre d'accord pour dire non, en fait, on joue à ce jeu. Tu vois. Il y a un exemple classique en philosophie autour du jeu d'échecs. C'est que vous pouvez. Est-ce que vous jouez nécessairement au même jeu quand deux personnes jouent aux échecs en respectant apparemment les règles, mais en fait, ils ont des conceptions des règles totalement différentes, les deux joueurs. Et par exemple, l'un va considérer que gagner la partie, c'est la perdre, par exemple, et l'autre que la gagner, c'est la... et la gagner, c'est la gagner, quoi. Est-ce qu'ils jouent vraiment au même jeu Mm. dans ce contexte-là ou pas? Ou est-ce que quand on joue un coup illégal aux échecs, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on jouerait à un autre jeu? Bah, c'est des jeux qui ont un air de famille, lol. Non, parce que c'est justement l'idée. Ouais. Enfin, Wittgenstein dirait ça, je pense, tu vois. Après, on peut dire que le jeu d'échecs, ça repose sur le fait qu'il faut qu'on soit les deux à jouer au même jeu pour jouer aux échecs. Tu vois? Bah, dans la situation que tu as donnée, on pourrait quand même dire qu'on joue aux échecs, mais pas avec le même objectif. Donc, il faudrait voir est-ce que l'objectif fait partie du Ouais, la jeu, situation où celui qui dirait perdre, c'est gagner. Ou Ouais, l'un ouais. des deux aurait perdre, c'est gagner. Mm. Ouais. Enfin, ouais, voilà. Enfin, du coup, perdre, c'est gagner, c'est un peu enfin, pas tautologique, c'est un peu bizarre, mais oui, voilà. Mon but, Ah ouais, non, mais c'est je me suis pas rendu compte, mais en fait, mon but, c'est que mon roi se fasse bouffer. ça demande d'ingérer un truc de. Ouais, c'est ça. Le dire voilà, De changer le sens de perdre et le sens de gagner. Voilà. de gagner, ça devient mettre mon roi en prise Mm. sans pouvoir bouger. Donc l'échec et mat. Mais justement, il y a moyen que. En fait, si personne ne s'en rend compte, ça posera pas de problème. Mais au bout d'un moment, tu vas dire pourquoi tu sors ton roi là dès le début? Pourquoi ton roi est au milieu du plateau Ouais. et là, justement, vous allez en parler. Et il va dire bah non, le but c'est de perdre son roi. Quoi. Tu vas dire bah pas du tout, qu'est-ce que tu racontes, frérot? Enfin, et tu vois, après, vous vous mettez d'accord. Et là, vous. Très important de dire frérot. Bah oui, je dis pas frérot, non, parce que c'est quand même un jeu, on est chill. On est Ou au calme. frérotte. Frérotte, bien sûr. Frérotte et les serets. C'est ça. C'est Serette, sœur, frérotte. serait et frérotte. Ouais, pas très. Ouais. Moi j'aime bien. Ouais, frérotte, ouais, pourquoi pas. Mais c'est un peu, ouais, bon, ça pourrait se discuter. C'est des frérottes. On pourrait dire serette et sereau Les aussi. serets, les sereaux. Enfin, bon, bref. Parce que c'est vraiment important d'affiner nos jeux de langage, justement. Mais voilà, bah justement, tous ces questionnements. Mais je trouve qu'on a bien mis en avant déjà le fait qu'il n'y aura pas de réponse. On va pas dire, ah oui, en fait, c'était ça la réponse. Pourquoi on a vraiment choisi un sujet horrible où on peut rien dire, quoi. Oui. Mais justement, montrer qu'il n'y aura pas de réponse, qu'au final, tout ça, c'est aussi. C'est plus flou que ça en a l'air au départ. Et voilà, là, ce qu'on vient de faire, même si on l'a fait de façon très chill, ça représente bien aussi ce qui se fait en philosophie, qui va être de prendre des concepts qui semblent intuitifs et de les décortiquer et les confronter à des cas limites qui font que on n'est pas forcément d'accord et on ne sait pas forcément ce que ça veut dire, quoi. Au fond du fond. On n'a pas forcément d'image très précise de ce que c'est qu'un jeu, mais ça va, ça suffit, quoi. Ça suffit pour vivre notre vie et aller jouer à LoL sans pression, quoi. Ouais, mais parce que c'est un autre sens de jeu, quoi. Mais oui. Oui, non, mais même dans le sens du jeu vidéo, même un jeu vidéo, je pense que ça serait très dur à définir, tu vois. Le but, c'est justement de mettre en avant que ça l'est toujours, en fait. En tout cas, une définition qui permettrait de rendre compte de tous les jeux vidéo qui existent, ça, ce serait très dur à faire. C'est toujours le cas. Après, tu peux faire des expériences de pensée, te dire, oui, est-ce que si sur Facebook, je m'amuse à envoyer le même emoji à tout le monde, voir ce qu'ils me répondent, et en faire un truc, je joue à un jeu. Une définition volontairement minimale et qui se voudrait uniquement pratique et facile d'utilisation, on peut le faire quand même. En effet, ce serait c'est ce qu'on fait dans les dictionnaires. Il y a quand même une vraie vue, voilà, mais ça pose quand même des problèmes et des difficultés. Pour jeux vidéo, ça reste difficile. Ouais. Ça ramène au holisme qui est. Si tu te demandes ce que c'est qu'un jeu vidéo, tu peux aussi dire je regarde le dictionnaire et c'est ça un jeu vidéo. Sauf que tu as défini le jeu vidéo avec d'autres mots. Si tu regardes leur définition, tu auras d'autres mots et puis au final, tu vas boucler et les mots se définissent juste mutuellement les uns les autres. Et si tu veux avoir un truc plus précis que le dictionnaire, tu vas aller sur Wikipédia parce qu'il y a plus de mots sur Wikipédia. Et voilà. Et au final, c'est toujours un peu pareil, quoi. Le dictionnaire, c'est vraiment le truc holiste par excellence, quoi. Ah ouais. Mais en fait, les mots par d'autres mots et leurs associations. Et voilà, au final, c'est que les relations entre les mots, chaque mot et dans l'ensemble qui fait une langue et tout le cas. Ça montre l'aspect structurel de tout ça, justement. Tout à fait. Et plus on met de mots, plus on a une image un peu satisfaisante
plus précise de ce qu'on entend par ce terme. Mais voilà, après, il n'y en a pas forcément besoin. On pourrait aussi dire que pas du tout. On pourrait défendre que pas du tout. On pourrait défendre que savoir ce que c'est qu'un mot, c'est juste... ce que c'est qu'un jeu, c'est avoir été dans une situation où on a joué à des jeux. Et que en fait, ça n'a rien à voir avec les mots dans le dictionnaire, tu vois. Il y aurait aussi différentes visions. Mais bon, ça serait toujours un holisme, mais dans les actions plus que dans les... Ouais, bah... que dans les mots, quoi. Une manière courante de répondre à des problèmes comme ça, c'est juste de faire qu'est-ce que c'est un jeu? Ce serait l'ensemble de tous les jeux qui existent, avec ce Oui, genre mais ça c'est d'approche. l'attaque du logicien. Et donc voilà, c'est l'attaque du logicien en passant par Me faites pas chier. des formes de théorie des ensembles. Et en effet, il y a une définition vraiment correcte de ce qu'est un jeu vidéo. C'est tout ce que j'appelle un jeu. C'est l'ensemble de tous les jeux vidéo qui existent. Ouais, mais du coup, en fait, le logicien, il répond en disant pas grand-chose, au final. Et voilà, en fait, on n'a pas dit grand-chose et personne dirait qu'on a vraiment défini ce que c'est un jeu vidéo. Oui, voilà. On a juste donné un cadre dans lequel on peut parler de tous les jeux vidéo par un formalisme. Et donc on dit, voilà, c'est l'ensemble de tous les jeux. Définition en extension, donc. On pourrait aussi dire que c'est l'ensemble de tous les objets qui ont telle propriété, et là, ça rejoint ce qu'on fait quand on se questionne sur le jeu vidéo. Mais donc, quelle propriété on met On retrouve le problème de la définition quotidienne. C'est ça. Qu'est-ce que serait un jeu? Donc voilà, donc tout ça, c'est... Et rien que ce qu'on est en train de faire, de se poser ces questions, on peut aussi le voir comme une forme de jeu, parce qu'on n'a pas été forcé. On vient là, on décide que c'est marrant de faire ça. On est devant nos micros et on vous casse les oreilles à se demander ce qui est un jeu. On se casse la nénette pendant plus d'1 heure et demie là-dessus. Tout ça pour dire que au final, c'est compliqué. C'est compliqué. Ça sera souvent la conclusion. On vit dans une société. On vit dans une société. Et 2, c'est compliqué. Très compliqué. Tiens. Je pense qu'on a pas mal parlé de choses et on arrive un peu à la fin du podcast, je pense. Et on va finir par la fameuse pépite, la petite citation que je vais essayer de vous lire le mieux possible. Donc là, c'est le passage « Pourquoi tout le monde déteste les philosophes ?» Pourquoi déteste Michel Onfray? Sous-titre, pourquoi tout le monde déteste les philosophes? Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va vous lire une citation, oui, qu'on a pris d'un passage oral de Michel Onfray. Il faut quand même lui rendre que c'était à l'oral. Donc c'est pas forcément des choses qui ont été posées sur le papier, etc. Mais qui montrent les problèmes qu'il peut y avoir à utiliser un langage flou et à utiliser une autorité de... Du cosmos. Moi, je formule l'hypothèse que le réchauffement climatique suppose une organisation du cosmos dont nous ne connaissons pas le détail. Il y a aujourd'hui des physiciens, c'est la physique quantique qui nous permet de savoir ça, des physiciens qui nous apprennent qu'il y a des plurivers, des multivers. Et j'ai lu un livre l'autre jour formidable et le personnage utilisait une image extrêmement intéressante. Vous êtes dans votre bain, vous mettez la totalité de votre bain moussant dans la baignoire et puis hop, vous ouvrez le robinet et ça va faire des bulles. Et bien ça va faire des bulles plein la baignoire. Puis ça va déborder de la baignoire. Donc il va y avoir des bulles plein votre pièce. Et puis ça va déborder. Il va y avoir des bulles plein le couloir, puis plein la maison. Puis après ça descend, ça sort de la maison. Il va y avoir plein la rue, puis plein le quartier, puis plein la ville, puis etc. Imaginez que ces bulles, elles aillent jusqu'aux confins de l'univers. Imaginez les bulles. Eh bien, chaque bulle, c'est un univers. Chaque bulle, c'est un univers. Donc, nous ne connaissons que de manière très approximative une bulle de la totalité de ces bulles qui vont jusqu'aux confins de l'univers. Donc, un jour, on découvrira probablement les interactions, les agencements. Aïe. En fait, c'est horriblement dur à dire parce que ça ne veut rien dire. Donc là, on voit un Michel Onfray, on peut reconnaître l'humilité qui s'agenouille face à la grandeur de l'univers, de toutes les bulles dans l'univers qui sont des univers. Non, mais plus sérieusement, en fait, là, il y a vraiment rien qui va parce que donc il y a du jargon. Ça parle de physique quantique, de mouvements browniens, d'ondes gravitationnelles, de multivers. Ça ne veut vraiment pas dire grand-chose. Tout ça pour dire finalement qu'on ne sait pas grand-chose, la belle affaire. Mais le problème, c'est que il utilise ça pour dire comme on sait pas grand-chose, on va quand même pas mettre de l'argent pour isoler les maisons, quoi. Je veux dire, un peu d'humilité face au cosmos, mais d'accord, mais dans ce cas-là, donc on fait rien en fait. Déjà en fait,
de base, la take est ridicule, parce que oui, évidemment qu'il faut... c'est la base de reconnaître l'étendue de son ignorance, etc. Mais sauf que si on s'arrête là et qu'on dit, comme je ne sais rien, je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien, bah, du coup, je ne fais rien non plus. Bon, bah là en fait, on ferait juste rien, jamais. Et donc déjà, de base, la take n'a pas trop de sens. Mais en plus, ça se voit qu'il utilise son assise, en fait, de philosophe pour propager ces messages-là, quoi. Et utiliser vraiment des... Ouais. Il se permet de prendre des concepts un peu sexy de la science moderne. On rejoint des approches étudiées ce qu'on appelle la production de l'ignorance. Et justement, de faire appel à une prétendue complexité et un côté inaccessible pour disqualifier quelque chose voilà, dont le lien est plus ou moins encore à démontrer. Donc entre les ondes gravitationnelles, les mouvements browniens et les politiques d'isolation des maisons, ça paraît complètement absurde, quoi. Mais ouais, c'est finalement, pour le coup, c'est pour ça qu'il faut toujours prendre une distance dans ce type d'énoncé philosophique ou scientifique. Il y a toujours en plus une idéologie politique qui souvent sert à venir vouloir justifier des décisions, des choses comme ça. Et c'est jamais tout seul l'information scientifique elle-même qui aurait une seule conclusion univoque qui justifierait tel type de conséquences politiques, quoi. Et donc, vouloir s'attaquer directement aux stratégies de l'écologie politique et la disqualifier en tant que telle parce qu'on a dit que le multivers c'est très compliqué, voilà. C'est pas vraiment absurde, quoi. Mais d'autant plus que, en plus, s'il veut se placer dans un cadre entre guillemets scientifique et avancer des arguments pseudo-scientifiques, on pourrait lui rétorquer que bah oui, d'accord, bah, la communauté scientifique en fait elle a tranché sur le réchauffement climatique et sur le fait qu'il faut faire des trucs. Donc c'est vraiment bizarre, c'est très bizarre de dire oui, la science nous dit qu'on ne sait pas grand chose et que le monde c'est compliqué, donc on fait rien, mais en même temps c'est la même science qui nous dit que c'est la merde et qu'il faut qu'on fasse des trucs. On pourrait être charitable et dire que ce qui conteste c'est pas le réchauffement climatique, mais les actions politiques mises en place. Oui, bien sûr, mais c'est aussi la communauté scientifique pour lutter, qui met en avant des façons de lutter, qui met en avant des recommandations, des mesures. Enfin, il y a des choses qui viennent aussi de la communauté scientifique, qui ne tiennent pas forcément compte de l'aspect politique. Je dis pas qu'il faut écouter aveuglément la science non plus, ça n'aurait aucun sens. Les scientifiques qui, sous couvert d'être scientifiques, vont penser pouvoir dicter, de dire comment les choses seraient faites de façon rationnelle ou je sais pas quoi. Non, ça c'est sûr que non. Mais en tout cas, c'est la même science qui te dit aussi que bah si en fait si tu isoles la maison, il y a quand même des chances que ça soit une bonne idée vis-à-vis du réchauffement climatique, tu vois. Par contre, oui, peut-être qu'il met en avant le fait qu'au fond on n'en sait rien, mais en fait c'est aussi vrai pour le réchauffement climatique. Enfin, je veux dire, moi je peux prendre l'argument de Michel Onfray et l'appliquer pour tout en fait, pour dire que oui j'ai un cancer, mais est-ce que j'irai à l'hôpital pour soigner mon cancer alors que en vrai il y a plein de bulles d'univers partout et que je n'ai absolument aucune idée de ce qui se passe dans les autres bulles et comment les bulles bref mais on pourrait appliquer cet argument sur à peu près tout, et c'est pas parce que c'est complexe et que c'est difficile qu'on ne peut rien faire. C'est parce que c'est complexe et c'est difficile qu'il faut qu'on mette les bouchées doubles justement pour essayer de comprendre quelque chose et avancer même petit à petit, pas à pas. Dans ce cas-là, on pourrait presque un peu se dire que c'est une posture contrariane, c'est-à-dire quelqu'un qui se poserait justement contre tout ce qui serait essayé, tout ce qui serait mis en avant dans le débat public. Le contrarian se met directement contre, même juste a priori directement, quoi. Et c'est ça sa position, c'est d'être contre les positions mises en avant ou à la mode dans le débat public. Ça va être ça son travail. Et pour Onfray, on peut avoir un peu cette suspicion-là. Mais c'est aussi une façon un peu simple d'avoir l'air stylé. Et sa manière à lui de le faire, voilà, on donne l'impression qu'on est intelligent en ayant des postures contrarianes et en utilisant un espèce de verbiage pseudo-scientifique qui justement pose des problèmes de compréhension. Enfin, c'est atroce à lire, ça n'a aucun sens. Et lui-même a du mal à parler dans l'extrait. C'est comme... à ce moment-là, il est à la librairie Mola pour essayer de vendre un bouquin. Et on se demande un peu comment est-ce qu'on en arrive là, dans le contexte, est-ce qu'un intellectuel
Je fais des gros guillemets avec les doigts. Puis on arrivait à ça. Et comment est-ce on est passé de la philosophie pensée tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien avec Socrate, et ce genre de poncif habituel, à Michel Onfray qui dit ça devant une caméra dans une librairie de la région bordelaise, quoi. Qui dit ça en le justifiant. En fait, il y a un bouquin de Jacques Bouvresse que je recommanderais à beaucoup de personnes qui veulent se défendre intellectuellement contre ces bêtises. Il s'appelle Le prodige des vertiges de l'analogie, où il parle justement de comment, en utilisant des mots savants, des gens comme Onfray, justement, peuvent donner une impression de profondeur à leur discours. En fait, moi, j'ai envie de vous dire... quelqu'un qui vous fait des analogies avec la physique quantique pour vous parler d'autre chose que de physique quantique, déjà de base, méfiez-vous. Enfin, quoi qu'il arrive, méfiez-vous. Et franchement, c'est aussi simple que ça. Et je dis pas, peut-être qu'il dira des trucs intéressants, peut-être il pourrait y avoir un fond derrière, mais voilà, ouvrez votre parapluie épistémique, n'est-ce pas, enfin, par rapport à la connaissance. Demandez-vous, dites-vous direct, mais là, il est en train d'essayer de me bullshiter, parce que plus on utilise des concepts obscurs pour parler de choses qui n'ont a priori aucun rapport, plus il y a de chances que ce soit juste une assise intellectuelle pour faire semblant, au final, de dire des choses quand on dit pas grand-chose. Il y a un autre jeu de langage dont on a un peu parlé aujourd'hui, c'est que justement, c'est les jeux dont le but affiché est de prendre des postures d'autorité et de se donner un pouvoir symbolique, quoi. Et parfois, il y a des jeux comme ça qui finalement se soucient peu de la réalité de ce qui est avancé, c'est juste pour prendre une position d'autorité ou donner une image de soi particulière. Je pense que tout le monde pense à la langue de bois en politique ou des choses comme ça. Tout à fait. C'est des positions, en fait, on se soucie pas tellement de dire des choses intéressantes. Il faut qu'on ait eu l'air d'avoir dit quelque chose. On donne l'air d'avoir dit quelque chose. Et on l'a dit bien. Et souvent, c'est un jeu qui va très loin parce que la langue de bois, ça va aussi dans des postures corporelles, des manières de s'habiller, un cadre. C'est tout le cadre de communication politique en général qui fait la langue de bois et qui dépasse largement ce qui est dit. Même si le plus caricatural, c'est probablement ce qui est dit. Mais, et donc, encore une manière de parler de jeu de langage. Et finalement, c'est un jeu de langage qui se ferait passer pour de la langue naturelle quotidienne et qui aurait en fait pour objectif de prendre une position d'autorité. Mais là, pour le coup, la métaphore des jeux est féconde parce que on peut les jeux du faire comme si, faire semblant, c'est inhérent au concept quotidien qu'on a du jeu. C'est vrai. Et pour le coup, dans ce cas-là, ces jeux de langage-là, c'est du faire comme si. Vraiment. Et donc, on fait comme si, dans ces jeux-là spécifiques de la langue, on fait comme si on parlait dans la langue quotidienne, mais en fait, on a un but caché. Et on retrouve du marketing, on retrouve en fait toutes les questions de marketing et de... Vous voyez, quand on essaie de vendre quelque chose, et que finalement la langue de bois et le politique essaie de se vendre lui-même, on peut interpréter ça comme ça si on veut. Et d'ailleurs, par rapport à Onfray et les jeux de langage, on pourrait dire que je trouve que ça serait une bonne façon aussi pas de synthétiser, mais de tirer quelque chose de tout ce qu'on a dit. C'est que quand quelqu'un prend des termes qui viennent d'un jeu de langage spécifique, genre la physique quantique, et qui essaie de le mettre dans un autre jeu de langage, sans du tout spécifier en fait quelle est la place de ce terme dans ce nouveau jeu de langage, genre parler d'écologie en utilisant des concepts de physique quantique, il y a de bonnes chances qu'il utilise juste le halo qu'il y a autour du jeu qui vient de la discipline qui semble stylé, voilà, stylé, un peu obscur, un peu mystérieuse, gros cerveau, quoi, pour parler d'autre chose. Et oui, l'aura qu'il y a autour, voilà, qui n'est pas un élément interne au jeu lui-même, en fait. Et j'ai envie de dire, et je pense qu'on serait assez d'accord avec mon ami Céphalo, que en fait, s'il y a bien un message qu'on veut faire passer, c'est que c'est pas parce que ça a l'air obscur que c'est intelligent. Au contraire, plus ça a l'air obscur, plus il faut vous méfier. Après, quand c'est dans des papiers, des articles, des choses vérifiées, etc., ça peut être normal que quelque chose soit obscur et ça peut aussi être intelligent. Mais si vous voyez à la télé ou dans ce genre de truc des discours qui vous semblent juste imbitables, incompréhensibles, bah, ne vous dites pas « Ouah, ça doit être parce qu'il est très intelligent ». Ça va probablement être parce qu'il essaye de m'entuber, en fait. Ouais, bah, c'est une de mes marottes dont je parlais tout à l'heure. Finalement, on voit bien que juste dire à nos auditeurs de se faire confiance
et de se faire confiance à essayer de distinguer qu'est-ce qui est vraiment de la confusion ou qu'est-ce qu'il y a des complexités techniques, c'est difficile. Finalement, c'est pas un très bon conseil. Ça a l'air d'être un bon conseil, je trouve, de l'extérieur, mais C'est pas si évident. Ouais. c'est pas si évident que ça, c'est pas clair. Par contre, une faculté intéressante qu'on pourrait essayer de voir et travailler, c'est justement d'être capable de faire la distinction entre la complexité qui viendrait de la technicité, justement. C'est un mot technique d'un jeu de langage particulier, et donc qui impliquerait des règles comme ça. Et quand c'est une volonté de confusion, parce qu'on a... Produire un effet. On essaierait, ce serait là un jeu de langage qui essaierait de se faire passer pour un autre, comme on l'a dit là pour la langue de bois. Et donc là, on chercherait la confusion. Dans ce cadre-là, je vais simplifier en disant que la confusion, ce serait des jeux de langage qui essaieraient de se faire passer pour d'autres, avec des fins différentes. Exact. Donc, par exemple, vendre un produit ou donner une certaine image de soi-même dans le contexte. Alors qu'il y a aussi des complexités qui viennent de la technicité interne à un jeu de langage. Par exemple, l'électron dans la science, qui implique tout un champ de connaissances techniques et qui font que le mot électron dans le jeu de langage physique, c'est pas le mot électron dans le jeu de langage langue de la vie quotidienne. Oui. Et je dirais même du coup en 3 points, en fait, on pourrait dire que si vous voyez quelque chose qui est censé être sur une plateforme grand public, donc c'est normal que vous le regardiez et vous êtes entre guillemets censé plus ou moins comprendre ce qui est dit, c'est-à-dire que c'est pas dans une revue de physique quantique, parce que là c'est normal que vous compreniez rien, c'est censé être tout public. Vous comprenez rien et il y a un objectif derrière. C'est-à-dire vous comprenez rien et en plus il y a une espèce de conclusion qui vient impacter. C'est-à-dire en gros, si c'est un endroit où vous êtes censé l'entendre, vous comprenez pas, mais on vous dit quand même une conclusion. Du coup, tranquille, pas besoin d'isoler les bâtiments, tu vois, par exemple. Et ben là, je pense que c'est typiquement la bonne conjonction pour juste se dire, je vais me renseigner plus sur cette personne, voir si ce qu'il dit est pris au sérieux. Et franchement, dans le doute, même dans le doute, si vous n'avez pas le temps, ce qui est compréhensible, dans le doute, ne prenez pas l'information. Des fois, il vaut mieux ne pas prendre l'information et juste se dire, bon bah je laisse le truc en suspens et puis voilà. Mais bon, évidemment, plus facile à dire qu'à faire. Mais au moins, ça pose des critères, je pense à peu près pertinents pour ça, en tout cas. Ouais, et sur ces bonnes paroles, je vais te remercier, Omar, d'être venu ici pour un peu ce pilote du podcast. On s'amuse comme on peut. Et on va continuer à s'amuser une fois toutes les 2 semaines. On va essayer. Je trouve que on va vraiment essayer. En tout cas, là, je pense qu'on a réussi à traiter le sujet sans trop diverger. Et ça, c'est bien, je trouve. Ouais, on a quand même un peu divergé, mais ça va. De toute façon, c'est le principe. On a dit au calme. On a réussi au calme. On a rebondi sur la question du jeu. Finalement, on a commencé et conclu là-dessus. On a assez bien tenu. Et on a tenu les horaires aussi. Donc, on peut être fiers de nous. Bravo. Bah écoutez, bonne journée, soirée, ou quoi que ce soit à vous. Sur Internet, tout ça n'a plus de sens. Et bon voyage dans cet univers. Bon voyage dans l'univers, dans la bulle. Bon voyage dans cette petite bulle minuscule en espérant interaction qu'elle n'éclate pas. Et on va essayer quand même de tout faire pour qu'elle n'éclate pas trop vite. Ouais. Voilà.